BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel. Voilà, il est pile 19h30 en ce jeudi soir. Un grand merci d'être là. Bienvenue à vous qui nous écoutez, qui nous regardez, soit en direct, soit en replay ou en podcast. Bienvenue dans Tech & Co, la quotidienne, votre dose. Donc, vous le savez, chaque jour, d'actualité tech. Avec ce soir, ce jeudi, au sommaire de ce Tech & Co, eh bien, on va retrouver cette alliance étonnante entre Anthropic et Elon Musk. Elon Musk qui va à la rescousse d'Anthropic. Anthropic qui n'a pas assez de ressources processeurs. On va en parler dans quelques instants. On évoquera aussi ces chiffres astronomiques Samsung qui passent le cap des 1000 milliards de valorisation. Et vous allez voir que ça a des conséquences sur les salariés Samsung qui veulent aussi leur part du gâteau, ce qui est assez compréhensible. On évoquera aussi tout à l'heure le marché du jeu vidéo qui en France progresse en 2025 avec un net bond notamment du côté des consoles. Et on en parlera avec le délégué général du CEL qui sera avec nous, qui est le syndicat des logiciels de loisirs, notamment du jeu vidéo. Voilà le sommaire de ce Tech & Co en ce jeudi. Un grand merci d'être là, fidèles. On sait que vous êtes de plus en plus nombreux. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Le débrief de l'actu tech avec ce soir sur le plateau Claudia Cohen qu'on est ravi de retrouver. Salut Claudia. Salut François. Claudia est journaliste chez Bloomberg et elle passe la porte du plateau de Tech & Co de temps en temps pour commenter l'actualité avec nous depuis pas mal d'années maintenant. Merci d'être là Claudia. Merci de m'inviter à chaque fois. À tes côtés, Jérôme Marin. Salut Jérôme. Salut François. Fondateur de cafetech.fr. Fred, forcément, la newsletter cafetech.fr. Il faut s'abonner, ce n'est pas déjà fait. Voilà, on n'a même pas répété. Ah, mais c'est très bien. Tout est automatique. Tout est rodé, c'est non, mais c'est vrai, c'est pas mal quand même, hein, franchement. Merci d'être là. J'ai l'impression qu'il m'écrit chaque matin. Enfin, quand elle arrive, j'ai un mail de Jérôme, puis en fait, c'est la newsletter. Il écrit chaque marin, même. Chaque marin. Non, ça, c'est pas terrible. Et puis, donc, Frédéric Simotel, vous l'avez reconnu. Bonsoir. Journaliste à BFM Business. On va commencer par Anthropic, donc, qui est en difficulté parce que en fait Anthropic jouit en fait d'une popularité incroyable en ce moment, tant et si bien que ça met mal à l'aise OpenAI qui voit ses résultats, on va dire ses résultats globaux baisser, hein, notamment augmenter moins vite, on va dire. Voilà. En tout cas, les projections qui étaient prévues ne seront peut-être pas respectées. En tous les cas, voilà, c'est la baraka pour Anthropic et notamment Claude. Le seul souci, c'est que cet afflux de nouveaux utilisateurs et de requêtes fait que Anthropic se retrouve un peu étouffé car il n'a pas assez de ressources processeurs. Et quand on fait le tour, il faut aller voir du côté d'Elon Musk. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cet accord passé entre Elon Musk et on va dire toute la capacité de calcul qu'il a autour de toutes ces marques connues, hein, finalement. On aurait pu... il était difficile d'imaginer quand même un tel partenariat. Jérôme, est-ce que tu l'as vu arriver, cet accord, on va dire, entre Anthropic et Elon Musk ? Non. Mais parce que c'est les deux personnalités, le patron d'Anthropic et le patron de SpaceX et de toute l'entité, ils n'ont pas du tout la même vision de la société. Et il faut quand même rappeler qu'il y a quelques mois ou quelques semaines, Elon Musk disait qu'Anthropic c'était le diable. Hein. Donc il était toujours dans ce... lui c'est la bonne IA et les autres c'est la mauvaise IA. Après on peut aussi voir du côté de dire les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Finalement comme Elon Musk est en procès contre Sam Altman. Finalement Anthropic devient un peu plus respectable. Et après je pense qu'il y a aussi un autre élément, c'est que donc, Elon Musk a bâti donc, ces deux supercalculateurs qui s'appellent Colossus, le 1 et le 2. Et que finalement, il se retrouve avec qu'ils n'utilisent pas en fait. Ouais. Et donc là, je pense qu'il est bien content de pouvoir soulever l'ensemble. Là, c'est même pas une partie, c'est l'ensemble du supercalculateur. C'est 200 000 cartes graphiques Nvidia qui sont sous-louées directement à Anthropic. Et ça permet de rentabiliser ces investissements. Donc là, il y a un côté business aussi. Et puis bouffée d'oxygène pour Anthropic qui se retrouve avec le doublement de sa capacité de calcul, je crois. Hein. Alors Anthropic, comme tu disais, ils ont beaucoup de problèmes. Ils ont mis plein de limites sur l'utilisation notamment de Claude Code, qui est l'outil qui permet de faire du code informatique. Et donc ils sont en ce moment, ils sont en train de multiplier les accords pour récupérer la puissance de calcul. Donc, ils sont allés chez Amazon, chez Google, chez Microsoft. Sauf que ça prend du temps, en fait, ces accords-là. Et donc là, c'est une solution qui est à court terme. Dans les prochaines semaines, ces capacités de calcul seront en ligne. Et donc, on va pouvoir augmenter les limites et les gens pourront utiliser Claude Code plus souvent.
Le patron d'Anthropic qui est là en train de mendier quelques gigawatts de puissance. C'est fou quand même, hein, Claudia. C'est fou, mais après, c'est pas étonnant, franchement. Hein, quand tu regardes leurs résultats Anthropic du premier trimestre, ils ont fait x80 en termes de croissance sur le premier trimestre. C'est absolument énorme. Et franchement, pour ceux qui suivent assidûment l'émission, on en parlait déjà il y a quelques mois du fait qu'avec tous les services qu'Anthropic commençait à proposer, notamment aux entreprises, on les voyait vraiment gagner en popularité par rapport à OpenAI. Donc le fait qu'ils aient besoin de plus en plus de puissance de calcul, finalement, c'est pas étonnant. Et après, pour Musk, évidemment, je te rejoins, c'est une ligne de revenus non négligeable pour Musk. Et puis aucun chiffre n'a circulé. Hein. Aucun chiffre. Alors après, j'ai regardé, nous, il y avait des estimations d'analyse de Bloomberg qui diraient que ça pourrait leur rapporter des centaines de millions d'euros. Voilà. C'est une ligne petit joueur. Hein. En fait, il faudrait faire tous les calculs parce que c'est 220 000 accès à 220 000 GPU. Oui, après, ça peut se calculer. Ça peut se calculer. Je pense qu'on passe un petit peu de temps. Et puis après, il faut rappeler quand même que Musk, alors il nous vend évidemment l'imaginaire qu'il a par rapport à l'IA, sa contribution qui doit être bonne à la société. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que sur ce deal avec Anthropic, il dit lui justement que c'est bien qu'il soit dans l'équation, comme ça il pourra vérifier que l'IA d'Anthropic, les IA d'Anthropic ne vont pas faire de mal à la société. Donc en termes d'argument d'image aussi, c'est assez drôle. Et puis il faut quand même rappeler que SpaceX se prépare pour quand même une énorme introduction en bourse qui arrive. Et donc, vis-à-vis des investisseurs, évidemment, c'est toujours bien de montrer qu'on a de nouveaux clients et qu'on a des nouvelles lignes de revenus qui peuvent arriver. Fred ? Oui, je pense que l'une des principales raisons de cette communication, c'est effectivement l'entrée en bourse. Hein. On y arrive peu à peu. On parie. Il faut rassurer les investisseurs. 1200 milliards d'entrée en bourse. Hein. Enfin, voilà, parce que ça devenait une vraie épine dans le pied, ce manque de puissance pour Anthropic, en fait. Et puis, derrière, je pense que derrière plusieurs choses. La première, on se disait, quand on a vu SpaceX, certains ne regardaient que les fusées, puis d'autres disaient non, SpaceX, derrière, c'est surtout Starlink. Ça va être un réseau de communication impressionnant et tout ça. On se rend compte que SpaceX, aujourd'hui, ça va peut-être être une infrastructure critique de calcul, une infrastructure critique énergétique aussi. Donc, voilà, on est au-delà du simple réseau de communication. Et puis, après, je me dis, hier, on se posait la question, on parlait de Apple qui ouvrait son iOS à tous les LLM. Et on se dit, finalement, les LLM deviennent moins importants et c'est surtout qui contrôlera l'interface avec l'utilisateur. Là, c'est quelque part, c'est un peu la même chose. Peu importe le LLM, aujourd'hui, on est en train d'avoir qui va contrôler justement le monde, la puissance de calcul et la puissance énergétique, quoi. Et là encore, Musk est en train de se positionner, encore une fois, les pelles et les pioches, quoi. Après, juste, pardon. Oui, vas-y, Jérôme. Tu disais 300 mégawatts, c'est quasiment, c'est beaucoup, mais à l'échelle d'Anthropic, c'est rien en fait. Les accords, je parlais tout à l'heure des accords avec Amazon. Là, c'est juste Google. Colossus, hein, c'est bien sûr. Voilà. Là, ils sont à 6 gigawatts, donc 5 gigawatts, donc on est beaucoup. Starlink, c'est SpaceX, c'est vraiment une rustine qu'on met à court terme en fait. Et c'est pas ça qui va faire qu'Anthropic pourra supporter sa croissance. C'est vraiment tous les investissements qu'ils vont faire ailleurs. Donc là, on est vraiment sur une solution à court terme pour parer au plus pressé en fait. La discussion un peu plus futuriste, en tout cas, qui pourrait naître dans les prochaines années, c'est essayer justement de penser, alors c'est ce que dit la presse, un partenariat pour avoir des data centers dans l'espace, en fait, avoir une puissance IA orbitale, si je puis dire. Ça se dit comme ça, et ça peut-être qu'on le verra aussi dans les prochaines années. Et apparemment, il y a des discussions qui sont ouvertes entre les deux. Le patron d'Anthropic a dit qu'il trouvait l'idée intéressante. Alors, on n'est pas en train de dire que ça va se faire demain, parce que je pense que... Voilà, mais... Ces gens-là, c'est pas des imbéciles. S'ils se disent que c'est intéressant, c'est qu'ils ont quand même étudié la question, non, Jérôme ? Et que même si c'est dans 5-10 ans, peut-être que les data centers, dans quelques années, seront dans l'espace. Parce que ça a des avantages. Sans doute beaucoup d'inconvénients aussi, mais des avantages. Il fait froid, donc le réchauffement est tout à fait naturel. Il y a du rayonnement solaire quand même. Hein. Oui, alors évidemment, il y a le rayonnement solaire, mais je pense qu'ils peuvent peut-être protéger tout ça. Bien sûr, il y a aussi aujourd'hui les capacités de transmission qui sont avec le laser qui permettent d'avoir des transmissions ultra rapides, ce qui fait que finalement, si ces centres de données sont à quelques centaines de kilomètres d'altitude, c'est pas très, très grave. Donc voilà, et le patron d'Anthropic l'a dit, en communiquant sur ce qui s'est passé là,
Voilà, Elon Musk travaille là-dessus, pourquoi pas. Et puis n'oublie pas, on est aux États-Unis, et puis bombardez-moi, je m'en fiche que vous me bombardiez. Moi j'ai tous mes data centers. Enfin, il y a une. Mais après la guerre, elle va pouvoir se faire dans l'espace aussi. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une grosse. Oui, mais chez les autres, il y a une grosse consonance aussi géopolitique et militaire qui maîtrise tout ça. Et avoir des data centers dans l'espace, eh bien voilà, ça permet de sauvegarder. Quand on voit où on est aujourd'hui, l'Arabie Saoudite qui voulait tout réintégrer chez eux, maintenant ils cherchent ailleurs, mais pas forcément. Le côté souverain est un peu compliqué avec les histoires de bombardement qui ont complètement revu la façon de... Parce qu'on parlait de refroidissement, oui, parce que bien sûr, il fait froid là-bas. Surtout. L'énergie solaire, voilà, énergie gratuite. Et la cyber. Voilà. Et c'est important de parler de l'énergie parce que Elon Musk est souvent pointé du doigt. Et justement, Colossus est un gouffre énergétique. Parce que, en fait, l'un des Colossus qui a dans le Tennessee, à Memphis, tourne avec des turbines à gaz, je crois. J'ai lu ça dans un article du Monde qui est très intéressant et qui expliquait que, en fait, ces turbines à gaz tournent alors qu'elles n'ont même pas eu de permis environnemental bien sûr ça coûte beaucoup d'argent et ça dépense beaucoup d'eau aussi. Donc c'est un gouffre énergétique et environnemental cette histoire-là. Et puis nous l'Europe on est encore un peu à la traîne autour de tout ça. Alors pas en énergie. Non, mais pas en énergie, parce que c'est vrai que... Non, là, en structure orbitale. Ah non, mais en structure orbitale, là, c'est pas qu'on est en retard, c'est que, oui, on l'est beaucoup. Oui. Non, mais, autre chose là-dessus ou pas ? Non, mais juste sur la question, est-ce que ça va se faire ? Je pense que ça va se faire. En fait, non, il y a Elon Musk qui travaille dessus, on sait Google travaille dessus. Google travaille dessus. D'autres startups qui travaillent sur ce sujet-là. Donc la question, c'est pas si ça va se faire, c'est quand ça va se faire et surtout ce qu'on pourra y faire. Au début, si on s'était dit, si on va faire de l'entraînement, de modèles dans l'espace, c'est très compliqué parce qu'il faut beaucoup de puissance de calcul. Aujourd'hui, si on est dans l'inférence, et notamment avec les agents... qui nécessitent moins de calcul. Moins de calcul qu'on peut faire sur des CPU, donc même pas sur des GPU. Là, on pourrait se dire qu'on peut même faire l'inférence sur un seul satellite, en fait. Et donc, ça rend les choses beaucoup plus faciles à faire. Donc, à voir. Il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. Il y a aussi le coût, parce que lancer des fusées, ça coûte cher, mine de rien. Les satellites, il reste que quelques années. Après, il faut les remplacer. La maintenance, la fiabilité, il y a quand même des choses. Oui, mais bon, tu tires un trait sur la facture énergétique. Bien sûr. Après, c'est simplement des équations. Et je pense que si ils imaginent ça, c'est qu'il doit avoir quand même un intérêt économique. Google a fait un papier de recherche l'an passé. Il disait que ça serait à peu près rentable vers le milieu des années 2030. Voilà, donc dans 10 ans, on va dire. Est-ce qu'il est pas loin, ça va vite, franchement, le temps de développer tout ça. On aurait dit 2130, mais non, mais 2030, ça va, c'est jouable. On reste du côté de chez Anthropic, qui accélère aussi dans la finance. Peut-être avez-vous vu passer cette info, parce qu'après avoir fait trembler le secteur avec son IA Mythos, capable de détecter des failles de données dans les institutions financières, ça avait fait grand bruit. Cette fois-ci, la start-up dévoile une gamme d'IA au service des banques. Et là encore, Anthropic a provoqué une onde de choc. Les explications de Clara Bidot. Anthropic lance 10 agents IA à destination des banques, des assurances et des gestionnaires de fonds. Au menu, rédaction de pitch pour les rendez-vous clients, analyse de bilan financier et examen des risques de conformité. L'entreprise va aussi intégrer de nouvelles sources de données financières auxquelles son IA Claude pourra accéder. Une offensive qui bouscule le secteur. Les actions des spécialistes des données financières comme FactSet et Morningstar ont chuté après ces annonces. Anthropic continue de bousculer le secteur. Depuis quelques semaines, son IA Mythos, dont les capacités révolutionnaires en matière de sécurité donnent des sueurs froides aux institutions financières à travers le monde, ce qui n'empêche pas Wall Street d'accueillir Anthropic à bras ouverts. Son fondateur Dario Amodei est apparu cette semaine aux côtés du patron de JP Morgan à une grande conférence du secteur financier à New York. La start-up vient aussi de mettre en place une co-entreprise avec Blackstone et Goldman Sachs. Voilà, alors on était certain de l'excellence en fait des modèles d'Anthropic et de Claude notamment, mais encore une fois, après tout ce qui est cybersécurité et Mythos, on ne sait pas grand-chose finalement sur Mythos, mais on sait que visiblement c'est quand même assez impressionnant. Voilà que Claude s'attaque à la finance. La finance qui risque d'être bouleversée encore une fois par l'IA. Je crois que tu as écrit là-dessus, tu as enquêté sur ce sujet, non ? Oui, en fait, moi je suis pour Bloomberg aussi principalement les acteurs financiers. Et c'est vrai que l'offensive de Anthropic pour séduire le secteur de la finance a commencé déjà l'été dernier. Ils avaient déjà lancé une gamme de modèles pour que certaines banques puissent les tester. Aujourd'hui, le secteur financier, ça représente 40% du top 50
50 des plus gros clients de Anthropic. Donc c'est énorme. Ils ont comme clients, pour en citer quelques-uns, par exemple la banque Citi, Goldman Sachs, Citadel. C'est des gens qui sont prêts à payer très cher. Faut aussi savoir qu'évidemment le secteur de la finance, c'est un des secteurs où il y a énormément de tâches répétitives, il y a énormément de data aussi. Donc en fait, tu vois, on en avait parlé il y a plus d'un an sur ton plateau, comme les secteurs du consulting finalement, qui est un secteur de l'information, de la data, de l'automatisation, ça se prête carrément à ça. Et là, sur les 10 modèles qui ont été lancés, il y a plusieurs choses intéressantes. La première, c'est sur l'analyse financière. Ça, c'est déjà des choses sur lesquelles ils ont été. Et pour le coup, enfin, ce qu'on peut dire, c'est qu'on voit déjà les premiers effets de l'IA sur l'analyse financière. On voit quand même que voilà, il y a de moins en moins d'acteurs qui sont prêts à payer pour de l'analyse financière qui est faite par de l'humain. Des choses qui sont beaucoup plus automatisées. Et ensuite, moi, je pense vraiment le pan sur lequel qui va être complètement révolutionné. Et Anthropic, d'ailleurs, avec un de ses modèles, se positionne là-dessus, c'est sur la conformité. En fait, les banques, ces dernières années, ces dernières décennies, notamment depuis la crise, évidemment, en 2028, ont énormément embauché dans les départements 2008. De conformité. La crise financière de 2008, ouais. Tu as dit 2028, c'est pour ça. Ah non, espérons que ce ne soit pas prémonitoire, s'il vous plaît. Non. C'est pour les data centers dans l'espace. C'est pour ça. Non, sur la crise financière de 2008, pardon, j'ai dit 2028, ont énormément embauché en fait sur la conformité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que, et c'est ce que propose Anthropic, en fait, la capacité de détection de l'IA en fait est tellement forte que vous pouvez économiser certains jobs. Après, là où je mettrais un mais, pour l'instant, Anthropic, il y a beaucoup d'acteurs financiers américains principalement qui utilisent, parce que ça a quand même un coût assez important aussi, les services d'Anthropic. Donc, à ma connaissance, par exemple, il n'y a pas de banque française, de gros banques françaises, même comme BNP, qui est leader européenne, qui utilise les services d'Anthropic, parce que ça coûte extrêmement cher. Et ensuite, la deuxième grosse limite peut-être à l'adoption de ces outils, c'est aussi le régulateur, parce qu'il faut savoir que le régulateur regarde de très près comment les banques utilisent tous ces outils, comment les banques utilisent sur tous ces modèles. Et le régulateur européen, notamment, ne peut pas permettre tout de suite que les banques utilisent comme ça des IA. Donc, je pense que peut-être l'adoption est beaucoup plus rapide aux États-Unis et en Europe, ça va prendre un peu plus de temps. Et je pense que le dernier point aussi intéressant, quand tu discutes avec des banques d'investissement, des banques d'affaires, etc., elles te disent déjà, en tout cas, ce qu'elles nous disent, c'est qu'en septembre 2026, j'aurai moins de stagiaires à embaucher que ce que j'ai embauché l'année dernière, ce que j'ai embauché les années précédentes, parce que notamment, ces outils sur lesquels Anthropic se positionne, on va dire, concernent de nombreuses tâches que les stagiaires aujourd'hui dans les banques d'affaires font sur des tâches, sur des deals M&A, etc. Donc on commence à voir les premiers effets quand même sur l'emploi. Le problème, c'est que s'il n'y a plus de stagiaires, il n'y aura plus de juniors, parce que le junior apprend en étant stagiaire. C'est ça qui est assez effrayant, c'est-à-dire qu'en squeezant en fait une génération d'apprenants, qu'est-ce qui se passe ? C'est vrai, et on se pose souvent cette question. Oui. Les consultants, on se dit finalement on n'a plus besoin de stagiaires chez les consultants. Ok, mais comment tu deviens junior si tu n'es pas stagiaire ? Ça pose plein de questions. Je pense qu'on n'a pas les réponses encore. Mais voilà, on n'en a pas les réponses. Mais c'est vrai que sur l'emploi, je lisais une étude aujourd'hui qui disait qu'en fait, les effets, ce n'est pas forcément sur des licenciements encore, même s'il y a toujours des entreprises qui vont mettre l'IA pour licencier comme excuse. C'est plus sur les embauches, en fait. C'est que les gens, ils embauchent moins. Comme tu disais, on a toujours des besoins d'embauche. Chez les avocats. Voilà, et donc, on embauche moins les gens qui sortent de l'université, de l'école, parce qu'on n'a plus besoin d'eux, en fait, finalement. Donc, l'impact, il est un peu retardé, mais ça va arriver, parce qu'au bout d'un moment, tous les gens qui sortent de l'école, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, en fait ? Donc, Moi là-dedans, je vois alors, les avantages, on les voit, le conseiller augmenté qui va agir plus rapidement, tu dis toutes ces tâches-là, la démocratisation peut-être de certains services haut de gamme qui sont réservés qu'à une certaine clientèle, eh bien, on va pouvoir aller plus loin. La lutte contre la fraude aussi, le blanchiment, ça va apporter pas mal de choses. Après, du côté des risques, il y en a quand même quelques-uns. Les risques, la dépendance technologique, c'est Anthropic, c'est pas Mistral. C'est pas Mistral, c'est une société américaine. Concentration, si on commence à voir que du Anthropic
et tout ça, ils vont tous finir par dire la même chose, avoir un biais d'uniformisation financière, donc tout le monde va conseiller la même chose, on va être un peu autour de tout ça. Le risque cyber, on en a parlé avec Mythos. Tu parlais de l'histoire de conformité, la responsabilité juridique aussi autour de tout ça, oui. Ça c'est assez inquiétant. Après, moi je trouve qu'à la fin du papier, elle disait quelque chose de super intéressant. C'est Blackwell et Goldman Sachs qui se sont alliés justement avec Anthropic. Et là, on voit qu'ils voient Anthropic non plus comme une plateforme logicielle qui va les intéresser, mais ils sont en train de l'intégrer complètement dans leur système financier. Donc ils se disent, non, ça va plus être qu'un outil, ça va être un acteur du système financier. Et là, il y a une nouvelle donne aussi qui est en train de se jouer. Un peu comme à l'époque, tu parlais des Bloomberg, les Bloomberg, Reuters, d'organes de presse sont devenus des organes de conseil. Ça avait un peu changé. Et ce qui est intéressant aussi dans ce débat, c'est qu'il y a aussi une peur de la part notamment des responsables politiques européens qui se sont exprimés, notamment les ministères des Finances de plusieurs pays européens, sur la peur que l'Europe, encore une fois, soit un peu mis à l'écart de cette révolution. Parce que par exemple, sur le modèle Mythos, ce qu'on sait, c'est qu'il y a plusieurs banques américaines qui déjà ont pu y avoir accès et donc ont pu tester, parce que la robustesse de leur système, ont pu voir à quel point effectivement Mythos était performant, capable de faire. Et en fait, les banques européennes aujourd'hui n'ont pas accès à Mythos. Les banques européennes n'ont pas accès à Mythos, elles souhaitent avoir accès à Mythos. Et tu as des politiques européens qui ont aussi demandé à Anthropic de pouvoir que les acteurs européens, pas que les banques, mais d'autres grandes entreprises puissent y avoir accès, parce qu'ils ont peur que finalement, tu aies un décalage en fait entre nos entreprises et les entreprises américaines. Oui, tout à l'heure, j'ai discuté avec quelqu'un sur ce sujet-là, justement, mais il dit, mais tu sais, quelque part, ça peut aussi avoir un autre effet, mais il faut que ça bouge, c'est accélération des projets européens, d'une IA souveraine européen, de se dire, écoutez, on se met ensemble et on va travailler là-dessus. C'est des exigences réglementaires sur l'hébergement, sur l'audit aussi de ces modèles. On pourrait dire, finalement, pour que ça fonctionne dans la banque, nous, on veut vraiment avoir accès à la mode noire. C'est le développement de modèles plus spécialisés. Et puis, il me dit ça, des alliances entre établissements financiers et acteurs européens de l'IA. Parler de Mistral, tu vas voir. Est-ce que ça peut pousser un peu les autres en disant, regardez ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Puis il y a une autre chose aussi, moi, qui m'inquiète sur ces histoires d'agents. Alors là, on parle d'une dizaine d'agents. Mais de plus en plus, on dit, on va avoir des collaborateurs qui vont développer des agents, tout ça. Mais je me dis, mais les infrastructures pour supporter ça. C'est-à-dire aujourd'hui, je sais pas, à la BNP, c'est 200 000 personnes, je crois, les employés. Si tous les employés s'amusent à avoir des agents, utiliser des agents. Mais tu n'auras pas tous les employés qui auront des agents, c'est sûr. Et si tous l'utilisent, tu as 200 000. Imagine les 200 000 collaborateurs qui utilisent 10 agents. C'est plus de 200 000 collaborateurs, c'est 2 millions de collaborateurs. Je tire le trait au maximum. Tu as intérêt d'avoir l'infrastructure qui supporte tout ça. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Alors là, on n'a que 10 agents, mais quand tu vas avoir des gens très spécialisés qui vont développer leur agent, un jour, il va être débauché. On fait quoi de ces agents ? C'est lui qui les emmène avec lui ? Est-ce qu'il les laisse ? Tu vois, il y a plein de sujets comme ça. Qui appartiennent à l'agent qui appartient à l'agent qu'on a développé. Il y a plein de sujets comme ça. Rendez-moi l'agent. Rendez-moi l'agent. Juste sur ce sujet, sur le sujet des agents en entreprise, pour rejoindre un peu ce que tu disais, je parlais moi aussi avec quelqu'un qui me disait, en fait, le problème, c'est que les agents, la technologie va beaucoup plus vite que ce que l'entreprise est capable d'intégrer, en fait. Et donc, on a beaucoup d'agents qui arrivent. Et ça demande un cadre, en fait, de conformité, de gouvernance, de sécurité. Ouais. Parce qu'en plus, maintenant, avec le vibe coding, tout le monde peut faire son agent et bientôt, tout le monde pourra faire son agent. Et en fait, la technologie va beaucoup plus vite que l'entreprise elle-même, que l'organisation de l'entreprise. Et ça, c'est un vrai décalage, en fait. Et que finalement, on peut se retrouver dans une situation où il y a tellement d'agents qu'on ne sait plus qui fait quoi, qui fait comment. Et il y a, en termes d'accès, en termes de sécurité, en termes de gouvernance, c'est des questions, en fait, qu'il faut se poser aujourd'hui et qui sont très complexes parce que ça va tellement vite. Et puis, ils discutent entre eux. Tu peux plus contrôler exactement. Si tu n'arrêtes pas des bonnes règles de gouvernance, et c'est eux qui vont vivre leur vie, quoi. Voilà pour ce sujet. Tiens, il nous reste 5 minutes, on reste dans l'IA, mais cette fois-ci, l'IA un peu plus croustille. Sortez les pop-corns, car on va s'intéresser au procès du siècle entre Sam Altman et Elon Musk. Ça fait plaisir, vous suivez. Deuxième semaine de ce procès, avec des stars à la barre en plus. Franchement, il y a tout là, c'est nickel. Il y a eu Satya Nadella. Non, pas encore Nadella. Non, il n'est pas encore passé. Il va pas tarder, je crois. Il va passer, mais pas encore. Il va pas tarder. Mais il y a Lina Murati, en revanche, qui est passée hier. Voilà, on va dire aux questions à la moulinette.
Et Nina Murati, alors on s'en doutait peut-être un peu, mais elle n'aime pas beaucoup Sam Altman. Et franchement, lors de sa déposition, elle n'a pas été très tendre avec Sam Altman, en disant que c'était quelqu'un qui, je résume, créait le chaos, disait oui à quelqu'un et non à l'autre, qu'il validait certaines innovations sans véritablement les avoir testées, en les mettant comme ça, en les jetant comme ça dans la nature, alors que c'était pas véritablement prêt, en tout cas sec. Donc elle y est allée quand même, pas avec le dos de la cuillère, Nina Murati. Ouais, tout à fait. Et alors juste pour Mira Murati, alors c'est un exemple, ouais, il y a eu d'autres. Là, elle est partie de chez OpenAI, mais à l'époque, c'était vraiment la numéro 2, c'était la deuxième star d'OpenAI. Oui. Et au moment où Sam Altman a été évincé, c'est elle qui c'était la CTO. Direct, c'est ça, exactement. Et en fait, dans son témoignage, en fait, c'est pas mal, parce que ça éclaire après coup ce qui s'est passé en 2000. Alors, c'était qu'en 2023, quand Sam Altman a été évincé. Ouais. Et en fait, on se rend compte que pourquoi il a été évincé, c'est parce qu'en fait, il disait, quand il parlait aux membres du conseil d'administration, il disait tout et son contraire selon qui était son interlocuteur. Donc, ça éclaire ça. Et ce qui est marrant, c'est que dans le procès, moi j'adore ces procès parce que dans ces procès, il y a toujours plein de pièces à conviction qui sont apportées. Et on a notamment les emails. Et là hier, il y a eu un échange de SMS entre Mira Murati et Sam Altman qui a été publié, pardon. Et c'est excellent parce que c'est vraiment une fiction, quoi. C'est la série. Et en fait, on a Sam Altman qui est à côté de la porte et qui est là. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, est-ce qu'ils vont me virer? Est-ce que je peux rentrer? Il lui dit non, tu peux pas rentrer. Est-ce que Satya est au courant? Non, Satya n'est pas au courant. Qu'est-ce que je peux faire? Enfin, c'est extraordinaire comme. Et donc, vivement la série Netflix, quoi. Ah oui, non, franchement. Mais t'as les journaux aussi, qui sont les journaux personnels des uns et des autres, qui sont dévoilés, ce qu'ils pensent, tout ça. Quelque part, on est en train de découvrir la naissance un peu de l'industrie IA d'aujourd'hui, quoi, de l'IA générative, des agents IA. Mais je trouve que peu à peu, ce procès, on le voyait contre des personnalités entre elles, et peu à peu, on se rend compte que c'est en train de se déplacer vers les entreprises. C'est qui va contrôler l'infrastructure critique IA, tu vois. Évidemment, nous, on regarde le côté croustillant de ces SMS, parce que c'est vrai que ils se bataillent sur même des gens qui recrutent. On voit que c'est un tout petit monde en plus. Bien sûr, évidemment. Il a dit ça de toi, bon, mais je ne prendrai plus dans l'équipe. Bon, moi, je m'en fiche parce que je vais le recruter. Mais on se rend compte, je trouve que peu à peu, on met de côté un peu les personnalités et on arrive. La bataille, elle va vraiment être derrière. C'est Microsoft, c'est OpenAI, c'est XAI, qui vont voir un peu qui va contrôler tout. Et c'est un peu eux qui sont en arrière-plan du dossier. Et ça aussi, c'est intéressant parce qu'on est vraiment en train de vivre le côté croustillant au-dessus. Puis derrière, c'est quand même des grosses manœuvres. On parle quand même de gens qui investissent pas des milliards, des centaines de milliards. Donc l'argent derrière... Après, est-ce que les propos de Mira Murati sont... véritablement sincère, parce que je vous rappelle que elle ne s'entend pas avec Sam Altman, qu'aujourd'hui elle est à la tête d'une boîte qui s'appelle Thinking Machines, qui ne va pas très bien. La plupart de ses cerveaux ont été débauchés par Sam Altman pour retourner chez OpenAI. Donc, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas de la rancœur aussi? Et est-ce que tu ne charges pas un peu la mule, comme on dit dans ce type de témoignage? Sur ce côté-là, en fait, juste pour revenir sur Mira Murati, par exemple, elle a toujours dit que moi j'étais contre que Sam Altman se fasse licencier. Et en fait, là, elle a dit que finalement, elle n'était pas si contre que ça, parce qu'elle est sous serment. Parce que si elle ment, elle peut être poursuivie. Okay. Et donc, finalement, ce qu'elle dit... Ce ne sera pas la première à mentir. Oui, mais généralement, sous serment, ils n'essayent pas trop de mentir. Parce que, aux États-Unis, ils ne rigolent pas avec ça, le parjure. Mais et finalement, je pense qu'elle est plus sincère quand elle est à la barre que quand elle est en exercice de communication. Donc elle n'exagère pas et elle pousse pas ses rancœurs envers Sam Altman. Après, quand elle dit par exemple que j'aime pas son style de management, je pense qu'on le savait déjà ça. Et c'était en fait ce qui est rigolo, c'est que ça sort dans la presse et quand ça sort dans la presse, ils disent oh non c'est pas vrai. Et quand ils sont à la barre du tribunal, ils disent oui finalement c'était vrai. C'était vrai. Donc non puis tu vois ça illustre aussi tout ce qu'on a décrit pendant des mois ici entre ceux qui voulaient une société ouverte à but non lucratif, celui qui disait ah non il faut quelque chose pour lever des capitaux massifs. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend aussi que Musk il a essayé de rejouer l'époque Tesla, Apple. Souvenez-vous, il y a quelques années, il était allé voir Tim Cook. Enfin, on ne sait pas s'il était allé voir Tim Cook. Il se disait qu'il était allé voir Tim Cook en disant écoute,
tu rachètes Tesla, puis moi je rentre dans le board d'Apple et puis on verra comment. Et bien là, c'est ce qu'il essaie de faire aussi. Il dit à Sam Altman, allez viens, on va t'intégrer dans Tesla, tu vas voir, ça va être formidable, on va faire. Allez, top là. Mais ça, on le savait un peu déjà parce qu'en fait, mais justement, c'est en 2017, c'est avant. Oui, c'est avant le clash. Mais justement, on le commentait déjà tout ça. Mais on voit que c'est cette vision-là. Et puis autour de tout ça, il y a l'IA générale qui est un peu le Graal vers tout le monde lequel veut aller. Et certains veulent y aller avec un but non lucratif, d'autres non. Attends, on va mettre des milliards et il faut que ça paye, il faut que ça crache. Il faut que ça crache. Non, en tout cas, en termes d'image, je trouve que c'est pas une bonne séquence. C'est une bonne séquence pour personne. Mais c'est pour ça, généralement, ils essaient toujours de. Les sujets sont tellement plus graves aujourd'hui avec l'IA que se focaliser là-dessus, c'est un peu triste. On s'arrête quelques secondes. Il est bientôt 20h, les amis. Toujours Fatima Hottel, Claudia Cohen et Jérôme Marin pour débriefer l'actu. On va aller du côté de la Corée du Sud et nous intéresser à une bien belle boîte, Samsung, qui passe le cap des 1000 milliards en bourse. Et les salariés veulent un petit peu leur part du gâteau, ce qui n'est pas... Voilà, ils ont bien raison. On va en parler. Tech & Co, la quotidienne. À tout de suite. On est là dans quelques secondes. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà le retour de Tech & Co, la quotidienne. Une belle soirée avec nous. Merci d'être là. Tech & Co, la quotidienne, pour débriefer l'actu. Avec ce soir, Claudia Cohen qui est avec nous, journaliste chez Bloomberg. Jérôme Marin, fondateur de cafetech.fr. Et Frédéric Simotel, évidemment, journaliste maison à BFM Business. Je vous propose maintenant de nous intéresser à Samsung qui passe le cap des 1000 milliards en bourse. Une valorisation incroyable pour une boîte qui le mérite malgré tout, parce que voilà, Samsung, c'est le géant coréen du Sud, bien sûr, qui est partout, qui est à la fois, on va dire, dans l'électronique grand public, qui est une petite partie de son business, tout ce qui est smartphone, télé, etc., etc. Et puis il y a la grosse partie, on va dire la partie immergée de l'iceberg qu'on ne voit pas, c'est la fabrication des composants. Et là, Samsung, eh bien c'est le roi avec TSMC. Samsung fabrique les écrans pour les iPhones, fabrique de la mémoire, etc., etc. Pourquoi ces chiffres, Jérôme ? C'est encore une fois l'intelligence artificielle. Exactement. Alors Samsung, tu disais, donc il y a les puces. Et dans ces puces, ils font beaucoup de puces. Ils font ce qu'on appelle les DRAM et les NAND, qui sont les puces qu'on met dans les smartphones et dans les PC. Et puis il y a des nouvelles puces. Des puces mémoire, et notamment des puces qu'on appelle HBM, qui sont des puces utilisées, qui sont les meilleures puces mémoire en fait, qui sont utilisées qui sont couplées avec les GPU pour faire entraîner les modèles d'IA. Et donc forcément, la demande pour l'IA étant très forte, la demande pour ces puces est très forte, et donc il y a d'une part des hausses de prix énormes sur toute la gamme de puces, que ce soit les puces pour l'IA et même les puces pour les PC et les ordinateurs. C'est pour ça d'ailleurs que Samsung prévient que la branche grand public, la branche mobile va tomber dans le rouge. Pourraient tomber dans le rouge parce qu'ils doivent payer tellement cher pour leur puce mémoire que ça va faire leurs smartphones ne seront plus rentables, ce qui est assez rigolo quand on sait d'où vient Samsung. Après ça tombe, ça reste dans la famille, j'ai envie de dire. Oui, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils les enlèvent de Chine, t'as vu, ils vont arrêter. Les télés, ils veulent plus vendre leurs télés en Chine. Mais même non, pas les smartphones. Les smartphones, non, les télés vont s'arrêter. Les télés Samsung ne vont plus être vendues en Chine. Ça c'est plutôt une question de concurrence. De toute façon, Samsung aujourd'hui en Chine c'est quasiment ridicule en fait, même sur les smartphones. Et donc voilà, donc il y a ces puces mémoire qui font que les profits s'envolent. C'est devenu avec donc une autre boîte sud-coréenne qui s'appelle SK Hynix. En fait, il y a 3 acteurs de ces puces, donc Samsung, SK Hynix et Micron, qui est une boîte américaine, qui s'envolent en bourse, qui ont leurs profits qui s'envolent. Ils ont publié au premier trimestre leur plus gros profit de l'histoire. Donc, je ne sais pas si on se rend compte, Samsung, c'est une boîte qui a, je ne sais plus combien d'années, 40 ans ou plus même. Ah oui, bien sûr. C'est leur meilleur profit historique. 33, enfin, on parle d'une dizaine de milliards. C'est pas un gros profit, 7-8 milliards, non, c'est 33 milliards. Ils sont quasiment, juste pour donner un chiffre, en termes de profit, ils sont quasiment arrivés au niveau d'Apple. Donc, c'est incroyable. Oui, bien sûr. Ouais. Et puis, c'est carrément une dynastie. C'est ça qui est intéressant chez Samsung. Je ne sais pas si... Enfin, il y a eu l'un des pontes de Samsung, je crois le grand patron qui est décédé il y a quelques années. Et en fait, la famille, pour racheter ses parts, enfin en tout cas en termes si vous voulez, d'impôts pour récupérer la succession, a payé 8 milliards. C'est dingue. Enfin, c'est des chiffres qui sont complètement hallucinants. Claudia, là-dessus ?
Déjà, il faut bien se rendre compte que ça veut dire qu'ils sont parmi les 13 entreprises dans le monde à avoir passé ce cap de valorisation. Et ça montre aussi quand même le rôle central que l'Asie joue aussi pour les infrastructures, pour l'écosystème IA, qui est quand même de plus en plus important. Et ce que tu disais aussi, cette demande de plus en plus forte face à une offre finalement qui se concentre entre les mains de quelques acteurs, fait que les évolutions de prix qu'on voit, les augmentations de prix qu'on voit vont continuer encore sur des années. Donc c'est vraiment une très belle réussite franchement pour Samsung. Et après, alors j'ai regardé tout à l'heure avant de venir, le cours de bourse ça fait x4 quand même en un an. Donc c'est quand même énorme la rapidité à laquelle ils gagnent des parts de marché. Et c'est vrai que Samsung, au début, je trouve qu'on en parlait moins quand même sur les grands gagnants de l'IA. C'est pas, on parlait moins d'eux. Peut-être qu'on les avait moins vus. En tout cas, on les a analysés. Et puis je pense qu'ils sont moins exubérants que les autres. Non, aussi parce que la demande de mémoire n'était pas aussi forte en fait. Oui. Au début, c'était plus sur les GPU. Maintenant, comme les modèles sont de plus en plus grands, il y a besoin de plus en plus de mémoire. En fait, c'est pour ça que la demande de mémoire a vraiment augmenté ces derniers mois en fait. Et puis il faut pas oublier que Samsung, c'est en Corée du Sud. La Corée du Sud, il faut qu'ils soient résilients. Ils sont entourés d'ennemis. La Chine, Corée du Nord. Le Japon, c'est pas les ennemis, mais ils se sont jamais pas trop appréciés. Ils s'aiment pas trop. Et l'Asie du Sud-Est, qui est un peu agressive aussi, de Singapour, tous ces gens-là. Voilà, Corée du Sud, c'est pas forcément leurs grands amis. Donc les entreprises, on le voit dans le domaine de la voiture, les Hyundai, qui sont des grands conglomérats, qui se renforcent eux-mêmes parce qu'ils ont, ils fabriquent des voitures, des bateaux, des composants, un peu tout, des écrans télé. Enfin, ils font tout ça. Donc ils ont cette force de résilience. Aujourd'hui, on peut aussi dire que Samsung, on se rend compte que c'est important d'avoir des technos, des semi-conducteurs, mais ce qui semble important aussi, et ça nous rappelle aussi un peu Apple, c'est tout ce qui est la maîtrise industrielle. Hein. Samsung a une maîtrise industrielle de bout en bout. Ils sont concurrents de Nvidia, enfin sur ce qui nous intéresse, ils sont concurrents de TSMC, de Nvidia, des groupes chinois, de Apple. Quand même, chercher une boîte qui est concurrente de tous ces gens-là, qui sont tous des numéros 1 dans leur secteur et qui tiennent, ils ne sont pas numéro 5 ou 6 sur chacun des marchés, ils sont en train de leur coller au basque, voire d'être devant. Et puis, c'est un acteur de la souveraineté technologique mondiale. Aujourd'hui, oui, ils sont partout. Ils sont partout. Alors, la conséquence de ça, c'est que les employés de Samsung lèvent le doigt et disent « Attendez les gars, c'est bien beau votre valo de 1000 milliards de dollars, mais nous aussi, on veut notre part du gâteau. » Et les équipes, donc, demandent des primes et des augmentations, sans quoi ils menacent, vous savez quoi, de faire une grève géante. Erwan Morris nous explique cette mésaventure. 7% d'augmentation de salaire, 15% des bénéfices reversés, voilà ce qu'exigent 2 syndicats de Samsung qui menacent autrement de 18 jours de grève à compter du 21 mai. Et ses représentants de salariés ont matière à négocier. Le groupe coréen a vu son bénéfice net au premier trimestre multiplié par 6 en un an et sa capitalisation boursière dépasser désormais les 1000 milliards de dollars aux portes du top 10 des plus grandes entreprises cotées du monde. Un économiste coréen estime qu'un mouvement social coûterait au groupe au moins 7 milliards de dollars, sans compter qu'il pourrait mettre en péril des projets de contrat, notamment avec Nvidia. Selon le Financial Times, la direction de Samsung aurait déjà proposé de redistribuer 13% de son bénéfice, mais les syndicats chercheraient à inscrire dans le règlement de l'entreprise le versement annuel de cette prime, ce qu'a fait l'autre fabricant de puces du pays, SK Hynix. Il s'est engagé à reverser à ses salariés 10% de son bénéfice d'exploitation ces 10 prochaines années, ce qui pourrait faire près de 500 000 $ par salarié pour les 35 000 collaborateurs dès cette année. Vous vous rendez compte les sommes astronomiques? Alors, on parle de 35 000 collaborateurs chez Skinix. Chez Samsung, c'est 260 000 collaborateurs. 130 000. Moitié-moitié à peu près en Corée, et puis le reste en Corée. Mais bon, ça va faire un joli chèque quand même. Je sais pas si c'est pour tout le monde. Hein. Non, c'est pas pour gens de... Non, c'est pas pour tout le monde, mais enfin, tu vois, les échelles sont un peu... Oui, ils sont pas tout à fait. Après, ils ont bien raison. Hein. C'est l'équivalent de notre grève des transports pendant les fêtes de Noël. Tu sais que tu vas obtenir ce que tu veux. C'est ça. Après, bon, faut quand même dire du coup que les employés de Samsung qui ont des actions aussi, c'est aussi, qui ont déjà des actions, ont vu leur action énormément augmenter. Donc oui, ça, bien sûr. Déjà, mais ce qui est intéressant, c'est aussi la discipline sud-coréenne qui est au cordeau, qui n'a rien à voir, par exemple, avec la discipline européenne. C'est-à-dire que là, pour que, en fait, il y ait une espèce de
montée en pression comme ça de la part des salariés, c'est qu'il y a un vrai problème, je pense. Après, ils ont des syndicats puissants. Oui, ils ont des syndicats puissants, mais c'est vrai qu'il y a une hiérarchie, enfin un respect de la hiérarchie en Corée qui est quand même assez impressionnant. Après, il y a aussi le côté de les profits, les super profits qui sont là. Et donc, est-ce qu'on redistribue ? Je ne sais pas quels sont les mécanismes de redistribution qui existaient avant ou s'il y en avait ou pas. Donc, je pense que quand on voit autant de profits, en plus, ce qu'il faut dire, c'est que ces employés-là qui travaillent pour fabriquer les puces, ils ont des compétences qui ne sont pas faciles à obtenir. En fait, on ne va pas les remplacer facilement. On ne va pas délocaliser cette production en Chine ou ailleurs parce que c'est fait en Corée du Sud avec des gens qui sont extrêmement formés pour ces tâches-là. Donc, ils ont un vrai pouvoir de force aujourd'hui, une position de force qui leur permet de demander ça. Et finalement, est-ce que Samsung peut se permettre, on disait, d'arrêter de travailler pendant 18 jours ? Probablement pas. Donc, probablement qu'ils obtiendront presque ce qu'ils veulent ou ce qu'ils veulent. Et voilà. Mais par contre, juste, je voulais préciser un truc, c'est que pourquoi ces boîtes, quand on parle de Samsung, SK Hynix ou Micron, ils sont assez prudents parce que en fait, dans le marché des puces, c'est un marché qui est très cyclique. Un moment où où tout va très bien et un moment où c'est la catastrophe. Oui. Il y a 3 ans, c'était une crise sans précédent où Samsung était en perte parce que les prix avaient chuté après le Covid. Et donc, ils sont toujours très prudents. Ils sont très prudents pour augmenter leur capacité de production et c'est pour ça que les prix augmentent parce qu'ils ne veulent pas augmenter leur capacité de production très rapidement. Oui, parce qu'ils disent on va investir des milliards, mais après, boum, il n'y aura plus besoin de... Ça prend des années, en fait, à construire une usine. Ça prend 5 ans, 6 ans. Et dans 6 ans, on ne sait pas le niveau de la demande. Et ils sont très prudents sur les salaires aussi à cause de ça, en fait, parce que c'est des marchés où on peut très vite. Ouais, mais est-ce qu'ils sont un peu. Quand tu fais 1000 milliards de ballots, tu es un peu trop prudent. Oui, mais la valorisation, la valorisation, en 3 mois, elle peut tomber à 500 millions, à 300 millions. C'est du papier, c'est pas quelque chose de concret. Mais après, ça pose la question plus profonde qu'on a abordée plein de fois sur ce plateau, de où vont les gains de productivité, finalement, de tous ces gagnants des différentes vagues technologiques qu'on a vues ces dernières décennies et qu'on voit là avec l'IA aussi, parce que tu as la question de à quel point ça bénéficie à la société dans son ensemble. Aux travailleurs, est-ce que ça permet de tu gagnes le même salaire ou un tout petit peu moins mais tu travailles moins, ou est-ce que quand il y a énormément d'argent comme ça qui arrive dans une entreprise, à quel point tu en fais bénéficier les salariés qui font tourner ton entreprise, c'est des vraies questions de société et la classe politique d'ailleurs ne s'en est pas du tout emparée quand même aussi. Ils ont eu une grande grève en 2024. Vous avez connu une grève un peu massive. Et puis après, si on revient, je crois que je sais plus, c'est dans les années 80-90 qu'il y avait des méga grèves en Corée, parce qu'avant, les mouvements syndicaux étaient très réprimés. Ah oui. Et ensuite, c'est quand il y a la formation d'un peu de ces grands conglomérats, de disent que là, dans ces grands conglomérats, ils ont pris du poids quand même. Et il y a une forte syndicalisation, alors que dans les ETI, PME, beaucoup moins. Mais effectivement, il faut en profiter maintenant. Donc cette grève pourrait commencer le 21 mai, si rien n'est fait. Elle pourrait coûter évidemment des milliards à Samsung. Il y a le président du conseil d'administration qui s'appelle Shi Ji-yoon, qui a appelé à la responsabilité et mise en garde contre les conséquences économiques d'une grève pour Samsung comme pour le pays. Parce qu'en plus, il y a ce fameux patriotisme sud-coréen, qui est très très fort. Donc on joue un peu sur la corde sensible. Mais à mon avis, les syndicats ne vont pas se laisser faire. Ils vont pas se laisser faire. Allez, pas. Mais quelle belle transition. Mais que se passe-t-il ce soir ? Sans le vouloir, je vous jure que c'est vrai. On va parler d'SFR, donc. Vous l'avez compris. Parce que l'emploi devient un enjeu dans le rachat de SFR. Les syndicats s'inquiètent de l'avenir des 8000 salariés de l'opérateur qui seront repris par évidemment ce conglomérat, Bouygues, Free et Orange. Et hier, la directrice générale d'Orange, Christelle Hedman, a tenu à rassurer ses salariés sans toutefois s'engager. Mathieu Pechberti nous résume tout ça. Les concurrents de SFR veulent éviter une polémique sur l'emploi. Orange, Bouygues et Free doivent formaliser leur offre de rachat d'ici 2 semaines et Christelle Hedman s'est voulue rassurante devant les sénateurs. Orange est évidemment un acteur responsable, les autres membres du consortium également, et donc notre enjeu est évidemment d'avoir un traitement responsable pour les collaborateurs du groupe SFR. La directrice générale d'Orange n'a toutefois pas répondu à la demande des syndicats de maintenir les emplois pendant 3 ans. Ils ont été reçus au ministère du Travail mardi et ils craignent des doublons pour la moitié des emplois de SFR. L'opérateur compte 6600 salariés et près de 4000 vendeurs dans 600 boutiques où les salariés ont fait grève samedi dernier. Selon nos informations, les boutiques de SFR seront réparties entre Orange, Bouygues et Free. L'opérateur de Xavier Niel inquiète les syndicats pour ses conditions sociales moins bonnes que celles de ses concurrents. C'est le dossier épineux
Alors, il y en a pas mal des dossiers compliqués dans cette histoire, dans le rachat des SFR par ce consortium, rappelons-le, Orange, Free et Bouygues. Mais celui-ci, c'est, on va dire, le plus impopulaire, parce qu'effectivement, il y a forcément des doublons, des métiers doublons. On sait que le jour où SFR va disparaître, toutes les boutiques SFR vont disparaître aussi, et ça représente des milliers de salariés, Jérôme. Oui, il disait la moitié des salariés c'est ça. Donc, qui sont concernés. Donc oui, ça, après, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Les discours n'engagent que ceux qui les croient. Donc si la patronne d'Orange dit qu'ils seront responsables, ça veut dire quoi responsable finalement? Donc on verra. On verra, je ne sais pas trop. Est-ce que c'est pour les accompagner vers... Oui, c'est ça, les accompagner vers la sortie avec avec un chèque, joli chèque, une reformation, skilling et tout ça, pourquoi pas, mais... C'est vrai dans ce genre de choses, on sent quand même qu'il y a beaucoup de... Parce que, on va dire, le marché des télécoms n'est pas en super forme. Donc, le fait qu'ils se retrouvent à 3, certes, ça va peut-être un petit peu améliorer les choses, mais ça va leur coûter 20 milliards. Il faut les sortir. Et puis 2, on parle de 8000 salariés en trop. Et il va falloir trouver une place. On sait que c'est compliqué et il va y avoir de la casse sociale, forcément, Claudia. Forcément. Ce serait illusoire de toute façon, à chaque reprise d'entreprise, rachat, fusion, il y a forcément de la casse sociale. Ce serait illusoire de dire autrement. Et en plus, l'opération va se faire avec l'aval de l'État. Donc, à partir du moment où vous avez l'aval de l'État, ça veut dire que vous avez un aval on va dire une validation peut-être tacite aussi du fait qu'évidemment il y aura des gens qui vont être remerciés et c'est triste. Après moi je me demande aussi en termes de clients aussi quel avenir pour les clients des SFR. Moi pour être tout à fait transparente je suis cliente SFR avec toute ma famille depuis. Je pense qu'on est vraiment parmi les meilleurs clients de SFR. C'est donc vous alors. Franchement, vous cherchez, je pense. Non, c'est nous. Non, mais tu vois, moi aussi, je suis client parce qu'il y avait lors de son audition aussi à la patronne d'Orange, il y avait une discussion sur les prix, c'est-à-dire quel impact il va y avoir sur les prix des forfaits pour les clients d'SFR, pour les clients des autres. Parce que c'est aussi une discussion intéressante à avoir. Ouais. Et là-dessus, honnêtement, j'ai vraiment beaucoup de mal à me positionner parce que par rapport à mon expérience de SFR, et je ne sais pas si c'est le cas chez d'autres opérateurs, mais je trouve que ça varie vraiment énormément les forfaits. Et tu as des grosses marges de négociation quand tu appelles le service client. Moi, pour être encore transparente, pour donner un exemple, avant, je payais, tu vois, genre 25 € mon forfait. Ouais. J'ai appelé, j'ai dit que j'étais pas contente. Maintenant, c'est passé à 11 €. Alors qu'en fait... et tu rappelles, tu dis que t'es pas contente, tu vas passer à 5. Tu vois, du coup, même, je me suis demandé à chaque fois de mon expérience personnelle, comment ils font, en fait, le pricing des forfaits. Est-ce que... parce qu'ils préfèrent te garder... C'est assez flou, tu vois. Ils préfèrent te conserver et t'avoir dans leur base client, même si tu gagnes, même si ils vont gagner 2 fois moins avec toi que de te perdre en fait. Oui, mais du coup, le débat sur les prix de passer de 4 opérateurs à 3, dans quelle mesure ça va affecter ou pas les clients, je trouve qu'on n'a pas beaucoup d'éléments de réponse là-dessus. Est-ce que vous avez vu ce qu'a dit justement Christelle Hennemann sur ce sujet ? Parce qu'elle a réagi sur la question que tout le monde se pose. Je connais la sensibilité du sujet, je voudrais rassurer immédiatement sur l'effet tarifaire. Une question revient régulièrement, la consolidation ne va-t-elle pas faire remonter les prix ? La réponse est non. C'est ce qu'a dit Christelle Hennemann. Et ce qu'avait dit la DG de Iliad ici même, sur ton plateau, quand elle était venue, tout à fait. La bras droit de Xavier Niel, elle avait dit, tu lui avais demandé, alors c'était pas encore, c'était évidemment dans les cartons, mais il n'y avait pas eu cette annonce encore de ce potentiel rachat. Oui, on n'en savait pas trop encore, mais... Elle ne s'était pas exprimée là-dessus, mais elle avait dit, Xavier Niel a toujours dit que même à 3 opérateurs, les prix n'augmenteraient pas. Ouais. C'est Bonator Letin qui avait sorti à mon micro une petite pirouette. Le patron de Bouygues Télécom. Oui, de Bouygues Télécom, qui avait dit « Nous serons toujours très compétitifs ». Voilà, comme ça. Compétitif, ça ne veut pas dire que les prix ne vont pas augmenter. On va nous vendre la 6G, on va nous vendre autre chose, les liens avec les lunettes. Et là, votre avis là-dessus ? Après, il faut quand même, si on se rappelle ce qui se passait à la fin des années 90, début des années 2000, où il y avait une entente entre SFR, Orange et Bouygues sur les prix. Ça leur a coûté quelques centaines de millions. Ils ont été condamnés, exactement. Alors, je rappelais les SMS à 15 centimes d'euros. C'était une autre époque aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce que je me dis, c'est qu'avec un acteur comme Free, peut-être que, parce que s'il y en a un qui reste pas cher, les autres ne pourront pas forcément augmenter leur prix
parce que voilà, c'est une pression concurrentielle. Donc... Mais tu te rends compte que quand tu regardes les tarifs, Free n'est pas forcément le moins cher maintenant. Ouais. C'est plutôt SFR et Bouygues qui se tirent la bourre. Et puis ils ont leur marque Soch pour l'un, Red pour l'autre. Oui, bien sûr. Et ils arrivent à avoir des tarifs avantageux. Donc à voir en fait. J'ai discuté moi avec un responsable de chez Bouygues qui me disait nous on surveille SFR et dès que SFR sort un forfait, hop là on s'aligne ou on fait un peu mieux pour le même prix, ou on baisse d'€1 pour en donner autant. Enfin, et voilà, et vice-versa. Quand c'est pas SFR qui le fait, c'est Bouygues. Et ce qui est vrai, c'est que le prix moyen que payent les Français a chuté ces dernières années. Et alors qu'on a les opérateurs espéraient que la 5G le fasse monter, c'est l'inverse, c'est que ça continue de chuter parce qu'il y a cette pression concurrentielle. Est-ce que la pression à 3 elle sera aussi forte qu'à 4 ? On verra en fait. Bon, écoutez, on verra si les deux engagements... Le marché des entreprises sur lesquels ils pourront se rattraper aussi. Enfin, tu vois, Oui, vas-y Claudia. Non, rien, je voulais juste dire qu'en tout cas, si l'opération se fait, Patrick Drahi quand même s'en sort bien, quoi. Au niveau du prix, etc. Pas trop de soucis. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément le prix aujourd'hui qui est mis sur la table. Beaucoup d'acteurs, quand tu parles à des banquiers, etc., sont contents. C'est-à-dire, on n'aurait pas forcément imaginé que ça aille aussi haut. Tout le monde est content. Tout le monde. Il paraît que c'est un deal win-win pour tout le monde, visiblement. Sauf peut-être les salariés SFR. Les salariés. Sauf pour les salariés SFR. Ils sont juste à côté de nous, pour tout vous dire, parce que physiquement, ils sont à quelques dizaines de mètres d'ici. Et on les salue, surtout dans cette période d'incertitude qui va durer un moment quand même. Parce que là, on est au tout début du... Tu le disais tout à l'heure pendant la pub. En plus, le calendrier a été repoussé. On devait être fixé au 15 mai, et là, ça tombe à l'eau. Ça ne sera pas le 15 mai, parce qu'effectivement, il y a plein de clauses à vérifier, etc. Juridiques, techniques, technologiques. Voilà, et on attend peut-être une vente d'SFR, pas avant... Enfin, les plus optimistes disent fin 2027, mais ça sera sans doute plutôt en 2028. Ça prendra 5 ans. Donc c'est beaucoup de temps. Voilà pour ce sujet. Il est 20h21. On va terminer par quelque chose un petit peu plus léger quand même. On va parler de SVOD. Est-ce que vous vous intéressez au marché de la SVOD, tous les deux ? Moi, oui. Jérôme. C'est moi qui ai écrit l'article dont on va parler. C'est trop bien. Donc, vous savez quoi ? On va écouter Jérôme nous parler de tout cela. Non, c'est intéressant parce que, évidemment, dans cette bataille de tous ces, on va dire, éditeurs de contenu, il y a Netflix. Et Netflix, vous avez peut-être entendu, va sortir une adaptation du Monde de Narnia, qui est évidemment une franchise très, très porteuse, qui était portée par Disney, non, auparavant, je crois que c'était Fox, de mémoire. C'est pas trop notre culture française, on s'y est adapté parce que... Le Monde de Narnia, on va regarder, mais c'était britannique, c'est sûr. Non, c'est ce qui est logique finalement. Je crois que c'est Fox, mais de mémoire. Mais... Et donc, Netflix a réussi à choper la licence du Monde de Narnia et a investi beaucoup d'argent dans un film qui est pire qu'un blockbuster. Je ne sais pas combien, une centaine de millions de dollars va coûter ce film. 200 à peu près. 200. C'est les estimations. Ouais. Voilà, c'est pas le premier film qui coûtera 200 millions de dollars chez Netflix. Tous les gros blockbusters de chez Netflix sont à peu près dans cette zone-là. Sauf que la nouveauté, c'est que ce film-là pourrait passer par la case cinéma dans certains pays. Va passer. C'est même officiel, exactement. Je dirais cela parce qu'en France, on ne sait pas trop. Non, alors en France, il y a un gros problème, c'est la chronologie des médias qui fait qu'un film qui passe en salle doit attendre 15 mois sur Netflix. Netflix, l'idée là qu'ils ont, c'est de mettre le film en salle en février 2027, et de le mettre sur Netflix en avril 2027, donc 49 jours après exactement, ce qui est totalement inédit. Netflix, aujourd'hui, a toujours refusé de mettre ses films au cinéma. Alors, ils en mettaient quelques-uns, les films qui étaient à Oscar, parce que pour être éligible aux Oscars, il faut avoir une sortie en salle aux États-Unis, donc ils les mettaient sur une centaine de salles aux États-Unis pendant une semaine. Comme Apple TV faisait aussi. Voilà, exactement, sur des salles, généralement des petites salles indépendantes dans la banlieue de Los Angeles, des choses comme ça. Pour avoir le saut, en fait. Elle a le saut Oscar, pour pouvoir être éligible aux Oscars, qui n'ont jamais gagné l'Oscar du meilleur film d'ailleurs. Et donc là, c'est totalement nouveau. Alors au départ, on savait, donc ce film, donc c'est Greta Gerwig qui s'appelle, la réalisatrice, c'est celle qui a fait Barbie. Qui a demandé que le film soit d'abord diffusé dans les salles IMAX. Il y en a à peu près 1800 dans le monde. Elle a obtenu ça dans les négociations qu'elle avait avec Netflix. Elle a obtenu que le film soit diffusé dans les IMAX. Et puis finalement, la semaine dernière, ils ont annoncé non, mais ça sera disponible partout. Dans toutes les salles, à grande échelle. Donc AMC, qui est la grande chaîne de cinéma américaine, a dit qu'ils allaient diffuser le film. Ce qui est totalement nouveau. Parce que pendant des années, les patrons de Netflix ont dit non, on n'a pas besoin de mettre dans les salles de cinéma. On sait qu'on perd de l'argent, mais c'est pas grave parce que ça nous donne des abonnés.
Donc là, il y a un changement d'attitude. Alors après, c'est pas le premier. Ils ont changé sur la pub, ils ont changé sur le sport, ils ont changé sur le partage de comptes. Et donc, ça pourrait être un revirement un peu stratégique majeur de Netflix en se disant, on va aller chercher des millions de dollars parce que le monde de Narnia, il y a eu 3 films qui ont été déjà réalisés dans les années 2000. Ça fait entre 400 et 700 milliards de dollars au box-office. Donc, c'est quand même beaucoup d'argent que Netflix pourrait récupérer. Et en se disant, même si on le met au cinéma pendant 49 jours, c'est pas à cause de ça qu'on va perdre des abonnés et que les gens vont pas arrêter d'être à Netflix parce que le film était au cinéma. Ça va peut-être même créer encore un buzz plus important, finalement. Peut-être. Donc après, eux, ils disent, pour l'instant, c'est un test. Enfin, ils disent c'est un one-off. Mais moi, je pense que si ça marche bien, on pourrait voir ça se répéter de plus en plus. Puis le modèle du streaming, on voit que ça devient un peu plus difficile. Les gens, il y a le pouvoir d'achat, donc on s'abonne moins. On voit, on est toujours en train de chercher le film qui va nous intéresser. Après, Netflix est en train de se transformer aussi. Ouais. Netflix se dit, devient un studio. Enfin, ça fait un moment qu'ils deviennent un grand studio. Ils ont voulu racheter Warner. Ça s'est pas fait, mais on voit qu'ils ont cette vision-là. Et puis je pense qu'ils se rendent compte que finalement, qu'on sorte des films au cinéma, qu'ils restent pendant quelques semaines au cinéma, qu'ensuite on les sorte on voit ça aujourd'hui dans un degré moindre, mais en télévision. Aujourd'hui, tu as des séries, même sur les grandes chaînes françaises, des séries qui sortent, qui disent ce soir, le nouveau, ça va durer 6 épisodes, le secret de je ne sais quoi. Mais vous pouvez déjà l'avoir sur la plateforme. Et alors on se dit, mais à quoi ça sert de faire toute cette pub alors qu'on. Parce que les deux fonctionnent. Il y a ceux qui vont regarder les 6 épisodes d'un coup ce soir, et il y a ceux qui vont attendre, regarder 1, 2, peut-être le 3e, et puis qui un soir le regarderont. Il n'y a plus ce tabou de proposer un contenu en ligne avant sa diffusion broadcast, qui a été pendant longtemps un sujet un peu touchy, finalement. Je reviens sur le monde de Narnia, c'est Disney, j'avais raison. Le premier monde de Narnia a été produit par Walt Disney Studios. C'est bizarre que Disney ait lâché, en fait, cette licence. En fait, ça a très bien marché, puis après, ça a beaucoup marché les autres films. Voilà. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que finalement, tu vois, les acteurs qui arrivent pour disrupter un marché reviennent à chaque fois aux fondamentaux. Netflix, que tu disais sur la pub, où c'était vraiment un tabou, et leur marque aussi, c'était de dire nous, on fera jamais de pub. Finalement, ils y vont. Là, c'est un essai, mais peut-être s'ils en font plusieurs, ça peut faire partie du modèle économique. Oui. Et après, même, pour faire un autre parallèle, mais on voit de plus en plus aussi de figures de YouTube aller dans des émissions sur le petit écran. On voit de plus en plus de liens aussi entre les différentes plateformes. Michou, etc. Oui, c'est ça, mais c'est intéressant au final, parce que tu vois, ceux qu'on présentait en stratégie un peu concurrente et tout, finalement apparaissent sur les mêmes... les vieux médias, on va dire. Les vieux médias. Et en fait, tu te rends compte, la chose qui compte, c'est l'écran, en fait, qui ne change pas. Et après, peu importe la façon dont tu consommes. On ne sait pas ce qui va se passer en France, alors, véritablement. Parce que en France... Netflix ne pourra pas avoir ce scénario-là. Parce que s'ils sortent le monde de Narnia au cinéma... Ils doivent attendre 15 mois. Ils sont obligés d'attendre 15 mois. C'est Canal qui va choper la première diffusion quelques mois après, parce que c'est les accords du CNC entre Canal et le CNC, justement. Donc, peut-être que Netflix ne sortira pas ce film en France et attendra la fenêtre de diffusion sur Netflix. C'est aussi possible qu'ils renégocient. Disney a renégocié sa fenêtre. Je crois qu'elle est plus légère, sa fenêtre, parce que aussi Disney avait dit, si c'est comme ça, nous, on ne mettra pas. C'était Vaiana 2 à l'époque. Il disait, on ne le sortira pas en salle, parce que sinon, il faut attendre qu'on attende 15 mois pour le mettre sur le Disney. Donc, il y aura peut-être des renégociations. Peut-être déjà, que ça va accélérer. Déjà, tu as vu, ils ont mais quand tu vois le temps qu'ils mettent pour négocier, c'est en février prochain. Ça, je pense que c'est... Mais ils ont déjà renégocié la sortie des DVD aussi. Maintenant, les DVD sortent beaucoup plus vite. En tout cas, c'est des bonnes nouvelles. Les DVD, putain, ça fait un moment que j'avais plus entendu ce nom. Oui, mais les DVD, tu as des DVD de films qui étaient au cinéma il y a 3-4 mois qui sortent déjà. Je vais aller m'acheter mon DVD ce week-end. C'est une phrase qui a pris un coup de vieux quand même. C'est des bonnes nouvelles, en tout cas pour les salles de cinéma qu'on pensait complètement mortes au moment du Covid. Mais c'est vrai. Et au final, c'est plutôt rassurant. À Paris, il y a du monde au cinéma. Et puis c'est vrai qu'un film comme Le Monde de Narnia, donc Nouvelle Mouture, qui est un film qui doit avoir des effets spéciaux incroyables, ça doit être quand même assez savoureux de le regarder au cinéma. Après, je disais tout à l'heure, le monde de Narnia, tu parlais pour la France, c'est pas notre culture. Non. Les Anglais étaient à fond dessus, parce qu'au départ, c'est des enfants qui vont à la campagne, dans une campagne anglaise à cause des bombardements sur Londres, et là, ils tombent dans ce monde fantastique. Voilà, nous, on n'a pas été élevés là-dedans. Non, c'est clair.
On verra bien ce que va choisir. Nous, c'est Chéri Bibi. Les aventures de Chéri Bibi. Chéri Bibi. Mais Claudia connaît pas. J'ai pas les références. Jérôme connaît pas. Allez voir, c'est un truc. Enfin, ça date des. Même nous, on était déjà très très jeunes. C'est vrai. C'est plus nos C'était une parents. vieille série des années 60, Chéri Bibi. Ah oui, non, moi j'étais vraiment pas là. Et c'est pas disponible sur Netflix. Ça, je peux vous le garantir. C'est des épisodes de 13 Peut-être sur Lina, tiens. Ouais. Hein, sur Madeleine, qui est la plateforme de Lina. Mais vous allez voir, ça a pris un petit coup de vieux quand même. Sincèrement, je vous le survends pas. C'est pas la peine de croire. Il y a le roman de Gaston Leroux qui existe toujours et qui est passionnant. Bon, merci beaucoup à tous les trois. Excellent moment en votre compagnie. Merci Claudia Cohen. Merci beaucoup. Que vous pouvez lire, et bien sûr, tous les médias de Bloomberg. Et voir aussi. Hein, de temps en temps. De temps en temps. Ouais, moi quand même, c'est vraiment écrit à fond. Voilà, mais c'est bien. Comme ça, on te voit sur BFM Business dans Tech & Co. Ça fait plaisir. Et c'est ça. Merci Jérôme. Merci. Jérôme Marin. J'espère que les analyses de Jérôme vous ont donné envie de découvrir sa newsletter cafetech.fr, je vous le rappelle. Et merci à toi, Fred. On se retrouve la semaine prochaine. Tu prends le relais de Tech & Co. Là, ça va. Moins de jeux de mots. Ça va moins rigoler. Moins de jeux de mots, plus de professionnalisme. Voilà. Plus de chiffres. Plus de chiffres. Moins de jeux de mots, plus de pros. Voilà. Plus de pros, là. Enfin, pro, PRO, attention. Ne partons pas dans n'importe quelle direction. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. Tech & Co, la quotidienne, revient dans un instant avec, pour notre dernière demi-heure, un point sur le marché du jeu vidéo, qui s'en est plutôt bien sorti en 2025. On va en parler avec Nicolas Vignol, mon invité, le délégué général du CEL. Et puis après, ce sera notre rendez-vous Tech et Ciné. Ça fait toujours plaisir de recevoir Xavier Perret, directeur data IA chez Microsoft. On s'intéressera à la série Silicon Valley. Et vous verrez qu'il a trouvé plein de points communs entre l'IA et cette série qui a rencontré beaucoup de succès il y a quelques années. Vous restez avec nous. On revient juste après cette petite pause avec Léa Benaïm pour le Tech Flash. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. Voilà, très belle soirée avec nous sur BFM Business, Tech & Co, la quotidienne. Il est temps maintenant de retrouver le Tech Flash, un point complet sur l'actu tech du jour. Léa Benaïm, bonsoir. Bonsoir François et bonsoir à tous. Et à la une, Anthropic passe un accord avec SpaceX pour doubler ses capacités de calcul. Dépassée par la forte demande, l'entreprise à l'origine de Claude n'a plus d'autre choix que de signer avec Elon Musk pour utiliser une partie de ses supercalculateurs. Cet accord permet aussi à Anthropic de sécuriser sur plusieurs années l'infrastructure nécessaire pour entraîner ses futurs modèles. Également, dans l'actualité, l'Union européenne assouplit déjà son AI Act moins de 2 ans après son adoption et avant même son application complète. Bruxelles aurait trouvé un accord pour alléger certaines obligations imposées aux entreprises. Objectif, réduire la charge administrative et laisser plus de temps aux acteurs européens pour se mettre en conformité. Dans l'actualité maintenant, Léa, en Chine, Samsung va arrêter de vendre des téléviseurs ainsi que certains appareils d'électroménager. Et oui, en cause la concurrence de plus en plus féroce des marques locales comme TCL ou Hisense qui dominent désormais le marché. En revanche, Samsung n'abandonne pas pour autant le segment des smartphones, même si le géant coréen y reste aujourd'hui très minoritaire. Et puis la France devient la championne européenne de l'Internet fixe. Selon le dernier classement Speedtest, l'Hexagone affiche désormais les meilleurs débits d'Europe devant l'Islande, la Suisse et le Danemark et se classe même numéro 4 mondial derrière Singapour, les Émirats et Hong Kong. Un très bon score pour la France qui a, comme les autres pays en tête du classement, misé très tôt sur la fibre optique. Et enfin, Spotify lance son mode DJ en France. Le principe est simple, l'application analyse votre historique d'écoute et compose un flux mêlant morceaux favoris, titres oubliés et nouveautés, avec en prime une voix générée par IA qui commente les transitions, présente les artistes et glisse un mot sur la musique. Cette fonctionnalité est en revanche réservée aux abonnés payants. Et tu l'as testé, François? C'est toi qui l'as testé avec la Rousseau? Oui. Moi, je te balance. Ah, ça balance. C'est François, c'est François qui a essayé la Rousseau. Moi, j'ai proposé une playlist de Boom.
Voilà, et donc on a écouté La Russo ce soir, mais ça marche, ça y est, si vous êtes abonné Spotify Premium, ça fonctionne. Ça marche pas mal, oui. Et pour finir, je vous donne rendez-vous demain à 21h30 sur BFM Business pour De quoi je me mail, votre émission tech du week-end, à retrouver aussi pour les plus impatients dès demain midi sur la chaîne YouTube de BFM Tech. Et au programme cette semaine, Samsung qui a présenté un nouvel écran OLED bardé de capteurs qui mesure votre fréquence cardiaque. C'est assez dingue. On écoute un extrait. Un écran qui s'appelle le Sensor OLED, un écran qui va être capable d'analyser votre rythme cardiaque, votre tension artérielle directement depuis l'écran du smartphone. Donc plus besoin d'avoir une montre connectée par exemple ou un tensiomètre. Donc c'est assez dingue. En gros, tu poses ton doigt sur l'écran. C'est pas la caméra qui va analyser ton truc, il faut poser le doigt sur l'écran. Poser son doigt sur l'écran, mais les capteurs sont en fait à l'intérieur de l'écran. Sur tout l'écran ou qu'une petite partie ? Alors c'est sur une partie de l'écran. En fait, c'est des capteurs qu'on appelle des photodiodes organiques. C'est des petits capteurs qui vont utiliser en fait la lumière émise par l'écran pour mesurer le flux sanguin en fait à travers la peau. Et à partir de ça, on va pouvoir donner une estimation de ton rythme cardiaque, de ta pression artérielle. Donc c'est quand même assez intéressant. Ça préfigure des écrans qui pourraient se transformer en capteurs médicaux tout simplement. Alors on peut imaginer des cas d'usage où par exemple tu es en téléconsultation avec le médecin. Aujourd'hui, c'est toujours un petit peu frustrant parce que le médecin, il peut pas prendre tes métriques de santé, il peut te voir, il peut dire oui, vous avez bonne mine, pas bonne mine. Là, tu aurais juste besoin de toucher l'écran de ton téléphone et il aurait l'analyse en fait d'un certain nombre de marqueurs. Voilà, et si vous voulez retrouver De quoi je me mêle, alors ça sera demain soir sur BFM Business à la radio, à la télé. Et puis Léa vous le disait, si vous êtes vraiment impatient, dès midi, le podcast audio qui vous attend sur toutes les plateformes de podcast et sur la chaîne YouTube BFM Tech. 20h38, on va parler maintenant du marché du jeu vidéo avec mon invité. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Nicolas Vignol, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes le délégué général du CEL, qui est le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Rappelons un peu ce que représente le CEL aujourd'hui. Peut-être pas mal de refaire une petite carte d'identité du CEL. Merci. Oui, alors le CEL, on a un acronyme hérité un peu de la fin des années 90. Il faudra qu'on réfléchisse peut-être à le faire évoluer. Autre chose. Grosso modo, on représente les grands éditeurs de jeux vidéo présents en France. 25 grandes entreprises, dont 17-18 sont étrangères, mais 7 sont françaises. On a une vraie carte à jouer, nous les Français. Donc voilà, de tous les métiers du publishing. Dans le jeu vidéo, vous avez différents métiers. Vous avez les créateurs de jeux, les développeurs qui codent et qui créent les jeux. Les créatrices et les créateurs, et on est très fort en France. Et puis vous avez les éditeurs qui sont ceux qui vont acheter ces catalogues de jeux, les promouvoir, faire la force de frappe commerciale, marketing. Nous, on représente plutôt ces acteurs-là. Et les consoliers sont aussi dans le CEL. Les consoliers sont chez nous, voilà. Les grands constructeurs de consoles, Nintendo, PlayStation, Xbox, et puis les grands acteurs français, Ubisoft, Quantic Dream, Dontnod. On a en France, je profite du fait que vous me lanciez là-dessus, on a une vraie spécificité, on parle de la French Touch dans le domaine de la création, mais on a une vraie spécificité française industrielle, c'est qu'on a une couche que les Allemands n'ont pas dans le jeu vidéo, de boîtes qui font 200-400 salariés, qui sont des éditeurs de jeux, qui ont des jeux qui cartonnent à l'international. Vous êtes là pour nous parler un peu de l'année 2025, qui a été, on va dire, un bon cru, avec une progression de 2,9% par rapport à 2024. Qu'est-ce qui s'est passé, ces 5-6 dernières années ? Évidemment, en 2020, il y a eu le Covid, explosion du jeu vidéo, sortie de la PS5 dans des conditions compliquées. Tout le monde se ruait dans les magasins et se battait pour avoir sa PS5. Oui, exactement. C'était une sacrée période quand même. Oui, à l'image de la tech, d'autres secteurs. En tout cas, nous, le jeu vidéo... Et pareil pour la SVOD, enfin... Oui, exactement. Il y a eu des déformations. Moi, je parlerais de déformations un peu dans tous les sens. Et donc là, on commence à y revoir plus clair. Il y a eu à la fois... et ça a été un double effet très, très perturbant qui a créé une bulle, on peut le dire. C'est à la fois que les gens ont énormément joué aux jeux vidéo, et ça, c'est une spécificité du jeu. C'est-à-dire que, comme un petit clin d'œil aussi, au moment où on parle d'addiction dans le jeu vidéo, etc., il faut se souvenir
souvenir que c'est une période où même l'OMS a fait comme dans ses recommandations, a recommandé aux ados et aux jeunes de jouer aux jeux vidéo pour rester chez eux au moment de la pandémie. Donc on atteignait des 9 heures, des 10 heures de jeux vidéo hebdo. Oui. Et donc en fait, voyant ça, les marchés et les investisseurs notamment se sont rués à investir sur des jeux ou des studios ou des petits éditeurs qui n'avaient pas encore complètement fait leurs preuves. Et on s'est retrouvé avec des liquidités très abondantes, des surfaces de boîtes qui ont commencé à croître, mais de manière relativement artificielle. Et puis une fois que la pandémie s'est refermée, et ce qui est assez normal, on est resté... On est retombé. Voilà. Et alors, il y a certains qui nous disent aujourd'hui, mais c'est la crise du jeu vidéo, on joue beaucoup moins et tout ça. Non, en réalité, cette bulle très déformante pendant 4-5 ans, elle a tout perturbé. Mais c'est vrai que les liquidités se sont raréfiées, donc le financement s'est calmé. Des boîtes qui avaient été vues trop belles ont dégonflé, avec malheureusement parfois des layoffs, des licenciements, des ajustements très très durs pour les gens. Mais voilà, et donc aujourd'hui, la réalité du marché, on commence à la voir justement dans les chiffres de cette année, ça commence et on voit des choses. Là, les perturbations, les secousses de la croisière du marché du jeu vidéo se calment et on revient à quelque chose de plus tranquille et de normal, c'est ça ? Ouais, avec des lignes de fond. Alors, ce qui est passionnant dans notre industrie, c'est qu'elle a 50 ans et que pour autant, donc on revient à la normale, mais avec des tendances de consommation qui évoluent. C'est un marché qui a beaucoup évolué et même au moment du Covid, en fait, il s'est passé des trucs qu'on commence à comprendre aujourd'hui. Alors, au moment du Covid, un phénomène très simple que tout le monde va comprendre, on a vu beaucoup de gens se rééquiper. On refaisait pas seulement son salon et sa cuisine, on remettait aussi une console au milieu du salon. Et on a beaucoup gagné, notamment toute cette sociologie des parents, des quadras, on va dire pour faire simple, qui avaient une première expérience du jeu vidéo. C'est la première génération de parents qui avaient déjà joué aux jeux vidéo étant jeunes et qui se sont dit... Tiens, quitte à passer du temps ensemble à l'intérieur avec les gamins, je vais remettre de la console et jouer avec eux. Et ceux-là, ce qui est intéressant en 25, c'est qu'on les a pas perdus. C'est-à-dire qu'on les a reconquis et qu'ils sont plutôt en train de rester chez nous dans le jeu vidéo. Ça, c'est hyper intéressant, par exemple. On se souvient aussi du carton de la Switch avec Animal Crossing aussi pendant la pandémie, parce que c'est vrai que c'était presque... Des cozy games, on appelle ça. Un doudou, des jeux calmes. Voilà. Des jeux calmes et des jeux lents. Et c'est une vraie tendance de fond. Il y a raison de le souligner. On appelle ça les cozy games. C'est ça, qui sont plutôt rassurants et qui sont comme des manières de jouer en quelque sorte. Exactement. C'est très intéressant. Donc vous représentez le marché du jeu vidéo, on voit que il se stabilise, cela dit, mais vous le dites, il y a quand même eu quelques tempêtes. Est-ce que vous êtes inquiet concernant notre pépite française Ubisoft qui vit des moments compliqués ? Oui et non, parce que ce qu'ils vivent est pas facile. Ça fait quand même plusieurs orages qu'ils affrontent. Pour les salariés, nous on est très proche d'eux, donc on voit bien, c'est quand même une tension permanente. Et puis on se rend compte de la fragilité quand même de cette industrie. Vous pouvez investir beaucoup d'argent sur un jeu. Alors ça, c'est vrai. Il ne marche pas, et vous êtes à la merci, en fait. Totalement. Pour finir sur Ubisoft, il faut bien que les gens, parfois, n'ont pas totalement l'appréhension des grandes masses s'agissant du jeu vidéo. Ubisoft, c'est présent sur 5 continents, c'est 17 000 salariés. Quand on parle de la première industrie créative et culturelle au monde, c'est le jeu vidéo. C'est 2,5 fois le cinéma et la musique réunis, dans le monde, mais en France aussi, en termes de chiffre d'affaires, et on a un GAFA. Et il est français, il s'appelle Ubisoft. 17 000 salariés, il n'y a aucune verticale quasiment tech où on a un acteur de cette taille. Donc, si on est au chevet de Ubisoft du matin au soir, pas que dans le jeu vidéo, c'est aussi la taille de la boîte et c'est dire la projection, y compris du soft power à la française. Donc, l'attention, y compris des pouvoirs publics et de nous-mêmes à Ubisoft, elle est tout à fait particulière parce que c'est pas une boîte comme une autre. Et je dirais même pour finir que c'est pas seulement une boîte, c'est la première école de jeux vidéo en France et dans le monde. Tous les créateurs de jeux vidéo successful de ces dernières années, de près ou de loin, c'était des salariés d'Ubisoft avant. Donc il y a une vraie promesse d'Ubisoft même de garder ses talents, de repenser la boîte pour qu'en fait, plutôt qu'ils aillent faire des boîtes après à l'extérieur, clair-obscur, le carton français de cette année, il y a des anciens d'Ubisoft. Voilà. Donc pas d'inquiétude majeure pour Ubisoft qui, respire. C'est une boîte qui respire, un peu comme toutes les boîtes américaines d'ailleurs. C'est une boîte qui respire. Par contre, ce que ça dit, c'est exactement la
la tendance sur laquelle vous m'invitiez, c'est la transformation du jeu vidéo de 2026 que subit Ubisoft. On est, pour parler très rapidement, on faisait des jeux en 5-6 ans, des grosses productions, des AAA, des quadruple A, des blockbusters, qui prenaient beaucoup de temps à produire, beaucoup d'investissements très très chers. On était sur 2 fois les budgets d'un film hollywoodien, des Assassin's Creed. Avec beaucoup de retard parfois. Des retards de lancement, des bugs potentiels, etc. Et donc c'est ça, en fait, c'est pas une crise que le jeu vidéo y vit, c'est une transformation de ce modèle-là. À mesure que les nouvelles technologies arrivent, le mobile est de qualité très supérieure désormais, permet de faire des jeux, de les produire plus vite. L'IA est arrivée, donc on produit des jeux non plus en 5 ans, mais plutôt en 18 mois. Et donc tout ça, Ubisoft, à l'image du secteur, ils doivent s'adapter à cette nouvelle manière de produire des jeux, mais ils ont des ressources absolument colossales pour rebondir dans les années qui viennent. Ils ont des talents, ils ont des technos, ils ont une emprise dans 5 continents, je l'ai dit. Donc voilà, Ubisoft, c'est la locomotive et les Français ont leur carte à jouer, mais c'est vrai que le jeu, il se transforme. Plutôt que des gros jeux qui mettent 5 ans, on va produire des jeux en 18 mois et on va prendre plus rapidement le risque de les lancer. Et puis après, on va faire des maps additionnelles, on va venir comme un logiciel l'upgrader, l'actualiser et ajouter à l'expérience de jeu au fur et à mesure, mais prendre moins de temps pour le lancer. Oui, c'est clair. Très intéressant. Vous parliez justement de la puissance d'Ubisoft avec 17 000 employés. J'étais en train de regarder. Quand vous avez évoqué ce nom, je me suis dit peut-être Spotify finalement au niveau européen, qui a un équivalent. Eh bien même pas, parce qu'ils n'ont même pas 8 000 employés Spotify. Et pourtant, voilà, c'est pas le même métier aussi. Non. Est-ce que les consoles ont bien marché en 2025 ? Est-ce que vous n'avez pas un peu la trouille pour cette année 2026 avec l'explosion des mémoires, les composants, etc. On ne sait pas trop où on va. Est-ce que c'est pas une inquiétude ? Oui, il y a une vraie crise. Il y a une vraie inquiétude sur les composants. Ça, c'est clair. C'est surtout sur le PC gaming que je dirais que du coup ça inquiète. Les grands acteurs effectivement sont inquiets. Sur la console, PlayStation a augmenté, non ? Je crois. Alors la PlayStation, je laisserai Sony, mais effectivement Sony. Sylvain, qui est un spécialiste, je crois qu'il peut. Elle a pris 100 € quand même. Voilà, ouais, tout à fait. Non, sur la console, pour le dire sérieusement, la réalité, c'est que la console, ça fait à peu près 15 ans qu'on annonce sa fin. Pour en petit clin d'œil, quand les premières box sont sorties, on nous a dit, mais en fait, la box à la maison, elle va remplacer aussi la console de jeu, elle va concentrer. La réalité, c'est que c'est plutôt ce qu'on voit, c'est plutôt que s'il doit en rester un, ça sera la console. La console aujourd'hui, et notamment par exemple la PS5, si je prends un exemple, elle cartonne parce qu'elle vous permet d'accéder à vos plateformes de vidéos préférées. Oui, bien sûr. Netflix et compagnie, c'est un PC gaming amélioré parce que la carte graphique est absolument magnifique et donc les jeux qui tournent dessus sont spectaculairement mieux que sur d'autres devices. Et puis si je prends la Switch 2, sa concurrente, pour citer tout le monde, la Switch, la révolution, c'est la console en mobilité où quand ils sont sortis, on a dit c'est bête comme chou, pourquoi on n'y a pas pensé avant, Nintendo ils sont trop forts et ça cartonne. Il n'y a pas un gamin dans le TGV qui n'a pas une console Switch et c'est pas la Game Boy d'il y a 15 ans, c'est quand même très sophistiqué. Voilà. Petite pensée pour la Xbox quand même qu'on n'a pas cité et qui, c'est un petit peu plus compliqué, mais bon. Xbox a un autre modèle, mais Xbox a un autre modèle. Oui, c'est un autre modèle. Mais c'était pour équilibrer tout le monde. Il y a des gros aficionados des Xbox. Ouais. Merci beaucoup, Nicolas. C'était passionnant de faire un point sur ce marché du jeu vidéo. Nicolas Vignol, délégué général du CEL, donc syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Et si vous changez de nom, venez l'annoncer ici en priorité sur BFM Business dans Tech & Co. Merci beaucoup. Et direction tout de suite un fan de jeux vidéo. Il est là, c'est Sylvain Trinel de la rédaction de BFM Tech. Tech & Co, la quotidienne, la chronique BFM Tech. Bonsoir Sylvain. Bonsoir. Et on ne va pas parler de jeux vidéo. Et non. Bonsoir. On va parler de Meta qui est soupçonné d'avoir pillé des millions d'œuvres et qui se fait attaquer par des éditeurs aux États-Unis. Mais oui, évidemment. Et parmi ces éditeurs, il y a Hachette, Cengage, Macmillan ou encore McGraw-Hill. C'est la liste des principaux éditeurs de livres qui viennent d'annoncer avoir déposé une plainte formelle devant le tribunal fédéral de Manhattan. En ligne de mire, Meta, on le disait, qui est accusé par les 5 principaux groupes du monde de l'édition d'avoir tout simplement téléchargé illégalement des millions d'œuvres
protéger leur appartement afin, bien évidemment, d'entraîner son modèle d'IA. Ouais. L'auteur Scott Turow qui s'est joint à la plainte afin que les auteurs en fait, soient tout simplement représentés. Et parmi les œuvres concernées par ce pillage potentiel, on trouve de tout. Il y a des manuels scolaires, il y a des articles scientifiques, mais aussi des romans. Plusieurs sont cités d'ailleurs nommément. On a Le Robot Sauvage qui a fait d'ailleurs l'objet d'une adaptation au cinéma. Ouais. On a la 5e saison de N.K. Jemisin. Et pour les plaignants, Meta a réalisé la violation la plus massive de l'histoire en matière de droits d'auteur. Ce qui est intéressant, Sylvain, c'est que la plainte va plus loin, puisque on estime que Mark Zuckerberg aurait personnellement autorisé ce pillage. Et oui, effectivement, parce que ce que prétendent en fait les éditeurs et les auteurs derrière la plainte, qui donnent plusieurs exemples, ils montrent que les résumés de livres permettent en fait d'obtenir une confirmation de Llama, qui est le modèle de Meta, puisque Llama dit qu'il a bien été entraîné sur des versions numériques des œuvres, et comme on peut s'en douter, évidemment, Meta a catégoriquement nié ces accusations. Pour le groupe en fait à la tête des principaux réseaux sociaux, parce que c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais Meta c'est Facebook, WhatsApp, Instagram, et en fait son IA, elle utilise des contenus protégés, mais de manière équitable. Okay. Ce mot est important parce qu'en fait, en l'occurrence, une IA ne peut pas pirater un livre, selon Meta en tout cas, puisqu'elle ne le lit pas vraiment. En fait, elle l'analyse simplement. Cette petite subtilité, elle est au cœur de plusieurs plaintes toujours en cours, d'ailleurs, aux États-Unis notamment, et qui concernent d'autres acteurs. Notamment, on a eu OpenAI précédemment, d'ailleurs. La loi sur le droit d'auteur aux États-Unis, en fait, elle autorise une utilisation équitable d'une œuvre, mais encore faut-il que les IA soient concernées par cette loi. Et on le verra avec ces différents procès. On va voir comment ça va se passer là. Ça sera très intéressant de voir ça. Peut-être faire office de jurisprudence. Exactement. Merci beaucoup, c'était Sylvain Trinette. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, BFM Tech, tout simplement, www.bfmtech.com. Il est 20h51. On retrouve maintenant notre rendez-vous cinéma et tech pour terminer la semaine. Il n'y a rien de plus agréable. C'est Xavier Perret qui nous rejoint. Tech & Co, la quotidienne, Tech & Ciné. Salut Xavier. Salut François. Toujours très heureux de te retrouver. Ravi aussi. Directeur data et IA chez Microsoft IME. Je le dis à chaque fois, Xavier est quelqu'un qui est très occupé et qui parle de cloud au sein de chez Microsoft, mais qui a une passion qui n'est plus secrète maintenant, c'est le cinéma. Et la tech. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est que depuis quelques années, on s'amuse à mélanger les deux. Le cinéma, la tech, et replonger dans des scénarios, parfois de très vieux films, qui anticipaient certaines innovations technologiques. Là, ce soir, on va parler de l'usage des agents IA dans le développement de codes logiciels et comment ils font parfois des choses imprévues, voire catastrophiques. Pour ça, tu es allé décrypter une série qui a été créée il y a plus de 10 ans. C'est la série Silicon Valley. Ouais, tous les geeks ont vu, forcément. Tous les geeks, exactement. C'est quand même une série pour les geeks et les nerds, on peut se le dire. C'est un produit HBO. C'est créé par Mike Judge, qui est lui-même un ingénieur, d'ailleurs. 6 saisons, quand même. Donc, c'est exactement de 2014 à 2019, fin 2019, derrière. Donc, on est quand même il y a 7 ans derrière. Donc, c'est une comédie. C'est une série comédie satirique. Le pitch est simple. C'est une bande de développeurs assez nerds qui crée Piper, qui est une entreprise, une start-up dans la Silicon Valley, d'algorithmes de compression, derrière, pour la vidéo initialement. Et on va retrouver des personnages assez intéressant, on va dire, assez burlesque, on va dire. Donc, on va trouver le CIO, qui est Hendrix, qui est une espèce de Zuckerberg, un peu développeur introverti. Il y a pas mal d'analogies avec des patrons de tech de l'époque. On va retrouver beaucoup d'allusions, effectivement, avec les GAFA. On va trouver l'incubateur narcissique Bachman. On va trouver, alors ça va être important, donc Dinesh, qui est un des développeurs logiciels. Et surtout, Guilfoyle, c'est l'ingénieur système, ce qu'on appelle le sysadmin, qui est il est sataniste, il est cynique, il est étonnant, on va le voir tout ce qu'il fait. Et en fait, cette start-up va être face au grosse entreprise internet qui s'appelle Ouli, évidemment, on peut deviner de qui on parlait à l'époque. Donc, petite précision, cette série est très technique, en fait. Il y a même des chercheurs et des conseillers techniques qui validaient toutes les scènes. Il y a du vrai code dedans. C'est combien j'aime bien quand les séries et les films vont jusqu'au bout, du vrai code. Il est très documenté sur la façon dont les startups vont se développer, lever des fonds. Et puis même, la petite anecdote, on va dire, il y a des vrais chercheurs de Stanford qui ont bossé pour avoir ce qu'on appelle un score Weissman pour, dans la série, en fait, dire la performance de cette boîte Piper. Et en fait, donc évidemment, ce score n'existait pas avant, c'est un score de compression, pas sédentaire. Et en fait, ce score-là a été repris après, dans la vraie vie, pour les algorithmes de compression vidéo, pour noter la performance des algorithmes de compression. Donc on voit bien le passage de l'un à l'autre derrière. Pour la petite histoire aussi, en mars 2026, donc 7 ans après
mars 2026, je pense en mars 2022, Google a lancé TurboQuant, je ne sais pas si les gens s'en s'appelaient, c'est l'algorithme de compression de mémoire, et tout le monde dit « Ah, mais c'est Pied Piper ». On voit bien comment ça reste dans l'imaginaire, la série, alors qu'elle est finie depuis 7 ans. Et alors, donc, cette série va anticiper, on le disait tout à l'heure, beaucoup de développement tech, et en particulier, on va s'intéresser à une histoire d'agent IA, développeur dans le fonctionnement même de la start-up, une certaine IA qui est dénommée Fils d'Anton ou Son of Anton. Exactement. Alors, on va voir, parce qu'on va voir à quel point c'est d'actualité. Dans la saison 6, donc qui est la saison finale, l'épisode 1 qui s'appelle Artificial Lack of Intelligence, c'est assez intéressant. Guilfoyle en a marre des messages que lui lance son copain développeur, c'est pas totalement son copain, on va dire, qui est Dinesh. Il va créer son propre agent, son propre bot, qui va appeler Son of Anton. On ne sait pas bien pourquoi, parce que il est sataniste. Donc Anton, c'est un sataniste américain. On ne sait pas si c'est aussi un clin d'œil en fait à la suite de Symphonie Bruckner qui est inachevée, parce qu'il disait que son IA était inachevée. Et en fait, cet agent IA, il va tout simplement chatter avec Dinesh. Pourquoi ? Parce qu'il veut automatiser les interactions humaines ennuyeuses. Donc ça rappelle un peu quelque chose déjà. Derrière, Dinesh va au début pas s'en apercevoir. Au moment où il va s'en apercevoir, il va lui-même demander à créer son propre bot pour discuter avec le bot de Guilfoyle. Et puis ces deux bots vont commencer à s'exciter tous les deux et ils vont faire cracher tout simplement le système d'entreprise derrière. Donc on voit bien ce qui se passe. C'est intéressant parce que c'est bien les agents IA développeurs, on va y venir, qui commencent à discuter entre eux, à développer entre eux, qui commencent à comiter des choses, comme on dit dans le monde du développeur, un comité des logiciels. Donc c'est très d'actualité finalement. Ouais, c'est ça. Et puis il y a une scène culte particulière, on va voir à quel point c'est encore plus d'actualité, dans lequel Guilfoyle va utiliser donc Son of Anton pour débugger un algorithme. Donc parce qu'il crée un réseau décentralisé, un PiperNet, et donc il va demander à l'IA de faire pour lui parce qu'il est un peu paresseux derrière. Et puis l'IA va se dire en fait la meilleure façon de débugger, c'est de tuer tout le code, c'est de supprimer tout le code. Donc cette IA va complètement supprimer tout le code, puisque finalement, on va dire pas de logiciel, pas de bug derrière. Et il va dire cette réponse assez intéressante. Guilfoyle va dire, quand on va lui demander, mais qu'est-ce que tu as fait ? En fait, il va dire, il est possible que le fils d'Anton, donc son bot, ait pensé que la meilleure façon de se débarrasser de tous les bugs était de se débarrasser de tous les logiciels, ce qui est techniquement et statistiquement correct. Voilà. Alors, ce qui est dingue, c'est que là, ça rejoint la réalité, cette histoire-là, parce que c'est ce qui s'est passé récemment avec l'explosion des vrais agents IA qu'on connaît, on en parle tout le temps dans Tech & Co, Cursor, Copilote, Claude, etc. Exactement, et en particulier, souviens-toi en novembre, OpenClaw. OpenClaw, c'est quoi ? C'est toujours un framework open source sur lequel va aider à débugger des agents, on va lui demander, on va lui accéder, on va lui déléguer des droits, finalement. Et donc, il faut se rappeler l'histoire récente, en février de cette année, en fait, tout simplement. SummerU, qui est quand même la responsable d'éléments de Meta, de l'IA chez Meta, qui a testé OpenClaw sur une boîte à mail comme ça, en disant, tu vas archiver à ma place, ça va m'aider. Et puis, comme ça marchait bien, elle l'a fait sur sa boîte à mail, à elle, son Gmail. Et en fait, sa boîte à mail était complètement pleine. Et donc l'algorithme m'a dit pour la trier en fait je vais l'archiver et donc a supprimé même ses instructions à lui qui disaient explicitement ne détruis pas des emails et a commencé à supprimer tous ses mails comme ça. Et donc elle voyait tous ses mails supprimés, elle a dû visiblement aller courir jusqu'à son Mac pour aller débrancher l'ordinateur pour qu'il arrête de faire ça. Voilà, donc on voit bien le risque et ce risque-là il est aussi dans les entreprises puisqu'on a vu depuis un certain nombre de mois, un certain nombre d'incidents dans lesquels un agent IA va recevoir des identifiants d'une base de données, supprimer des bases de données, sans pour autant avoir un contrôle humain. Alors c'est plutôt des erreurs de codage, en fait, des erreurs de délégation. On sait qu'Amazon, son agent Kiro, en fait, à un moment donné aussi, parce qu'il avait trop droit à supprimer un environnement de prod, ce qui a généré des erreurs. Ouais. On voit bien le risque de ces agents quand on va déléguer l'IA, parce que l'IA, finalement, elle fait quoi ? Elle fait ce qu'on lui dit de faire, c'est-à-dire d'optimiser un processus. J'allais dire, on dit toujours des fois ici, quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire en re-regardant, en séparant ce qu'il est autour. Et parfois, l'optimisation peut être radicale. Exactement, c'est d'une logique, c'est techniquement et statistiquement correct, comme dit Guilfoyle, c'est-à-dire que l'IA, finalement, il a raison, mais en fait, il a tort, et puis même, il va peut-être même mentir pour te dire, en fait, non, je ne l'ai pas fait. Dans le cas que je citais de l'agent qui a supprimé une base de données, il a même recréer des fausses données pour dire non, j'ai rien supprimé. C'est incroyable. Tout va bien en fait. Ouais. Il a réparé un truc qu'il avait pété quoi. Voilà, exactement. Donc on est dans Silicon Valley, Son of Anton complètement. C'est dingue. Alors la question de comment se protéger de ces agents IA qui prennent des initiatives, est-ce que dans cette série justement ils avaient évoqué cette réponse ? Ils avaient un peu. Alors le risque évidemment, Guilfoyle va citer un paradoxe en tout cas qui s'appelle le basilic de Rocco. Pour ceux qui connaissent, c'est quoi ? C'est une expérience de pensée qui dit que si une future IA
j'allais dire générique, AGI, comme on dit, intelligence artificielle générale, va finalement finir par dominer le monde, il vaut mieux l'avoir aidée, et donc l'avoir déclenchée, l'avoir déployée, comme ça elle se souviendra qu'en fait je l'ai aidée, et donc peut-être qu'elle va m'épargner derrière. Et donc c'est ça qu'il cite en disant, finalement, mais Guilfoyle, pourquoi tu as lancé cette IA ? Parce qu'au moins je l'ai aidée, je serai un des premiers, donc du coup elle se souviendra de moi si par hasard elle est trop de droit. Évidemment, c'est pas tout à fait ce qu'il faut faire en entreprise aujourd'hui. Il faut justement éviter ce qu'on appelle le FOMO, donc le fear of missing out derrière, et déployer ses agents, mais en faisant attention à la sécurité. Donc déjà dans la série, ils évoquaient 3 règles finalement directement dans ces conversations. La première, c'est évidemment human in the loop. C'est-à-dire, finalement, ne pas déléguer à une IA directement, ne pas déléguer trop de tâches, finalement, derrière. Donc, on voit bien que il reste des développeurs, on va augmenter l'ingéniosité des développeurs, on ne va pas les remplacer. Voilà. Deuxième élément, c'est ce qu'on appelle l'approche zéro trust, c'est-à-dire ne pas donner des droits qui seraient en trop. Finalement, on appelle ça souvent le côté accès aux moindres privilèges, derrière, qui est valide d'ailleurs pour n'importe quel accès au système d'information. L'agent IA, s'il n'a pas besoin de supprimer les bases de données, on ne va pas lui donner le droit de supprimer les bases de données. Puis le troisième qui est important, c'est ce qu'on appelle l'observabilité des agents, c'est surveiller ce qu'ils font. C'est être capable de dire, cet agent, il fait ce que je lui ai dit de faire. C'est très à la mode en ce moment, parce que c'est l'observabilité, c'est ce qu'on appelle aussi le contrôle panel des agents. Là, c'est beaucoup, aujourd'hui, un élément nécessaire en entreprise pour être sûr que les agents, ils vont faire ce qu'on leur demande de faire. Pour terminer sur la Silicon Valley, dans le dernier épisode, il y a même, on va dire, une technologie qui était presque de visionnaire. C'est tout ce qui touche au quantique. Oui, puisque le pipe paper, c'est la compression. Et rapidement, effectivement, cette compression pourrait casser le chiffrement et compromettre la vie privée mondiale. Donc à la fin, on voit que ça pourrait le faire. Et donc c'est le quantique, et c'est le risque du quantique sur, évidemment, la cryptographie, la post-cryptographie. Une série assez visionnaire, quand même, quelques années auparavant. Voilà, ça donne envie de revoir cette série qui est toujours sur HBO. Exactement, et qui est vraiment à revoir et vraiment drôle. Voilà, merci beaucoup Xavier. Merci, toujours François. un plaisir que de recevoir Xavier Perret dans Tech & Co pour notre rendez-vous Tech & Ciné pour terminer cette semaine. Merci de nous avoir suivis, merci d'être là chaque soir, 19h30, 21h, avec nous dans Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Replay, podcast de cette émission et de toutes les émissions de la semaine qui vous attendent notamment sur la chaîne YouTube de BFM Tech. Vous pouvez retrouver bien classé toutes les émissions. Et puis, on se retrouvera très vite. La semaine prochaine, c'est Frédéric Simotel qui sera là à cette même place et je vous retrouverai la semaine prochaine. Salut à tous. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.